Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 159e numéro aujourd'hui. Pour revenir comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité de ce lundi, c'est évidemment le débrief de ce PSG Reims hier, victoire 4-0 des Parisiens pour la 22e journée de Ligue 1. On va débriefer tout ça. Et il y aura une petite question mercato, parce qu'on est en pleine période de mercato hivernal. On est le 24 janvier, il reste 6 jours, 7 jours même avant la fin du mercato. Donc, il y a un joueur peut-être qui serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain au milieu de terrain, ce serait Tanguy Ndombele. On se posera la question si vous êtes pour ou contre son arrivée au milieu au Paris Saint-Germain. Mais avant de parler de tous ces sujets, je vais vous présenter les acteurs de ce podcast qui vont débriefer le match et cette actu mercato. Tout d'abord, Yacine Amnet qui est avec nous, avec son beau maillot du PSG. Comment ça va, Yacine? Salut à tous. Ça va bien, ça va bien. Ça, c'est le maillot de quelle année? C'est de Alex? Avec la bande au milieu? Non, c'est l'ancienne. Ah non, avec l'ancien logo. C'est celui de Paolo. Je suis désolé pour le PSG parce que j'ai mis les couleurs, les vraies couleurs. Apparemment, maintenant, les vraies couleurs, c'est noir. Donc, je m'excuse d'avance pour ceux du PSG qui nous verront. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de commentaires hier en disant qu'on avait plus joué avec le maillot extérieur que le maillot domicile cette saison. Ouais, c'est hallucinant parce que c'est juste tes couleurs domicile. Au moins, alors, qui s'amusent avec les autres, pas de problème. Amusez-vous avec ce que vous voulez à l'extérieur et tout. Mais au moins, au parc, jouez avec nos couleurs, quoi. Bref. Donc, c'est une petite ref pour le vrai maillot du Paris Saint-Germain avec évidemment le maillot extérieur avec la bande rouge au milieu. Nicolas Puravo qui a choisi le polo, lui, pour ce podcast. Ça va, Nico? Ouais, le polo aux couleurs du club. Hein. Il est bleu, il n'est pas noir. Hein. Montre le logo quand même. Montre le logo quand même, on le voit pas trop. C'est un vieux. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, celui-là, il date de quand, celui-là? Je sais pas. Ouais, il doit avoir une dizaine d'années. Tu sais, moi, je suis conservateur dans mes polos. Nico. Je sais pas. Il tient bien. Hein. Ouais, bon, tu sais, moi, il y a des trous derrière, mais ça se voit pas du coup. Ça va comme en style de face, ça passe très bien. Et puis le troisième qui complète la bande, ça me fait plaisir de le revoir dans le podcast et de débriefer un match du PSG, c'est Clément Pernia qui, lui, a choisi un maillot de l'équipe de France. Bon, évidemment, il est très beau aussi celui-là, vintage. France 90, ça va, Clément? 98 celui-là. Oui, évidemment, France 98. Ouais, ça va. Et j'en profite pour partager le coup de gueule de Yacine parce que c'est déjà le maillot au domicile est plus beau esthétiquement que le noir. Et c'est vrai que cette saison, on a très peu vu. C'est con, hein, mais ne serait-ce que tu recrutes Messi pour l'image du club et on l'a presque peu vu une ou deux fois avec le maillot rouge et bleu. C'est déjà un échec en termes de marketing, donc c'est dommage. D'ailleurs, le premier match de Messi à l'aller déjà contre Reims, et il avait déjà le maillot. Il me semble qu'ils avaient le maillot gris, non aussi. Ils avaient porté le maillot gris. Même en Ligue des Champions aussi, contre Manchester, je crois qu'on n'avait pas le maillot domicile. Effectivement. Bon, on aura l'occasion de le voir peut-être contre le Real Madrid, on verra bien. Parce que les couleurs du Real, c'est blanc, donc gris ou nos couleurs domicile, ça passe très bien aussi. En attendant d'arriver jusqu'au match de Madrid, on a encore quelques débriefs, quelques podcasts. On va déjà revenir à nos moutons avec ce match de Ligue 1 donc, qui avait lieu hier, la 22e journée. Le match de clôture de la 22e journée entre le PSG et Reims. Victoire facile 4-0 des Parisiens avec un but de Marco Verratti, le premier de la saison pour lui. D'une belle extérieure du gauche. Ensuite, Sergio Ramos, son premier but, également sous les couleurs parisiennes pour le 2-0 en deuxième période. Et puis, alors, apparemment, le troisième but a été accordé à Woodfa et c'est un CSC, hein, c'est pas un doublé pour Verratti. Alors que pourtant, le ballon a l'air cadré, on est d'accord? Le ballon est cadré, donc ça devrait être pour Verratti. Je suis d'accord. Tu voulais dire un truc, Nico? Je crois que c'est en train d'être discuté là, mais c'est pas sûr. Je pense aussi que ce sera un but de Verratti, moi. Et puis en plus, ça m'arrangerait parce que je l'ai à mon petit gazon, donc il y a un podium en jeu. Donc je milite. Nico, moi aussi, j'ai pris un but de Verratti hier par Romain Aran, un ami de Clément, un ami en commun. Et donc si je prends doublé, bon de toute façon, je perds déjà 5-1, donc 5-1, ça change rien. J'ai pris une, on appelle ça dans le milieu MPG une branlée hier. Voilà. Désolé pour le terme vulgaire, mais j'ai vraiment pris ça hier. Et puis un but à la 75e minute de Danilo Pereira, qui marque son deuxième but de la saison avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Donc un PSG tranquille, vainqueur de Reims au parc, devant 5000 personnes évidemment, avec cette jauge qui sera bientôt abandonnée. On reverra le parc plein. Au classement d'incidence, le Paris Saint-Germain est toujours leader évidemment avec 53 points. Leader avec 11 points d'avance sur son dauphin niçois qui a aussi gagné, 42 points pour Nice. Marseille est troisième avec 40 points. Et puis suit Strasbourg avec la 4e place et ses 35 points.
au classement. Bon, on va tout d'abord faire comme d'habitude, hein, on va pas changer les bonnes habitudes, un petit déjà résumé rapide global de ce match. Clément, Reims a essayé de jouer pendant 30 minutes en première période, c'était intéressant dans la sortie de balle, le Paris Saint-Germain comme d'habitude un peu lent dans la construction, et puis ils concluent pas leur temps fort, Reims, et puis Paris marque ce but de Verratti qui tombe un peu comme ça juste avant la fin de la première période, et puis en deuxième période, Reims a arrêté de jouer, Paris a déroulé. Comment tu analyses le match? Pas une grosse montée en puissance 23 jours avant le Real, mais Paris a fait le travail. Voilà, c'est ça, Paris a fait le travail. C'est toujours pareil, hein, c'est très compliqué de critiquer une équipe qui gagne 4-0, qui a 11 points d'avance en championnat. Et hier, ils ont fait le travail. Il manquait 4 titulaires, Messi, Neymar, Gay et Hakimi. Tu gagnes 4-0. En tout début de match, je les ai trouvés ça jouait assez direct, ça jouait assez vite. On a vu des échanges de balles assez rapides entre Di Maria, Paredes, Verratti. Puis j'ai trouvé que ça s'est calmé au fil du temps. Au fil de la première période, Reims a pris confiance. Reims a tenté des choses et Paris s'est un peu reposé sur ses acquis entre guillemets. Au final, tu peux très bien te retrouver à 0-0 à la mi-temps si Verratti ne met pas sa frappe du gauche et au final ça aurait été une première mi-temps décevante pour le coup parce que tu aurais pas concrétisé tes temps forts et ta domination. Moi, malgré tout, je pense que si on fait une comparaison avec ce qu'on regarde ailleurs, ce qui se fait ailleurs, moi, je regarde Manchester City, parce que c'est avec ces équipes-là qu'on doit comparer le PSG, en fait. Nous, le PSG, on est en Ligue des Champions, on sait qu'on va être champion en Ligue 1. On sait qu'on pratique un mauvais jeu depuis le début de saison, mais moi, j'ai pas envie de comparer le PSG à Rennes, à Nice ou à Marseille. On regarde tout ce qui se fait à l'étranger et tout, et on a le droit d'être déçu du contenu. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques hier. Beaucoup de déchets techniques chez de nombreux joueurs. Des passes ratées. Danilo, il a raté un nombre de gestes et de frappes, de passes incalculables. Chez tous les joueurs, même Mbappé, ça n'a pas été un grand Mbappé hier. Bon, lui, on ne peut pas lui en vouloir par rapport à tout ce qu'il fait. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques par rapport à l'exigence qu'on doit avoir de cette équipe et par rapport à tes concurrents européens, ceux à qui tu dois te comparer aujourd'hui par rapport à tes ambitions. Donc, évidemment, sur le papier, tu es satisfait, tu te dis que tu as fait le métier. Malgré tout, dans le fond de jeu, c'est pas encore ça. Et moi, je reste un peu sur ma faim dans ce qui a été proposé hier par le PSG. Yacine, toi qui étais au stade, qui était envoyé spécial pour Paris United, accrédité pour le match, ton regard depuis le parc, comment tu juges la performance des Parisiens? Bon, pour donner les chiffres du tableau de bord, 68% de possession pour le Paris Saint-Germain, 22 tirs avec 8 tirs cadrés. Je le disais, les Rémois ont essayé de jouer en première période. Ils ont eu quelques coups à jouer. Et puis en deuxième période, ils ont pas conclu leur temps fort, comme je le disais en préambule. Et en deuxième, ils ont arrêté de jouer. Ils ont laissé un peu le ballon à Paris. Et c'était facile pour Paris en deuxième. Ouais, je pense qu'il y a eu ce premier quart d'heure où moi aussi je me suis dit tiens, enfin on va voir quelque chose. Ça jouait haut, ça pressait haut, ça essayait de récupérer le ballon rapidement et d'ailleurs ça le faisait. Et puis comme d'habitude, au bout d'un gros quart d'heure, tout le monde se met à reculer, les attaquants ne travaillent plus. T'as une équipe déjà coupée en deux, Reims qui avance. Et je l'ai touté pendant le match. Et ce qui était intéressant, c'est que vraiment l'entraîneur de Reims, on l'entendait parce que évidemment avec la jauge on entend beaucoup de choses. On l'entendait dire restez là-haut, restez là-haut, restez là-haut. Comme si vraiment l'histoire de la profondeur, Mbappé, etc., ça fait plus peur à personne. Restez là-haut parce que de toute façon ils sont pas capables de sortir. Et je trouvais ça hyper significatif sur ce que renvoie ce PSG en fait. En fait, t'en as pas peur du PSG. T'as peur des exploits que peuvent réaliser certains joueurs, mais t'as pas peur du PSG collectivement. Donc Reims, 13e attaque de Ligue 1, qui vient au parc et qui joue là-haut, qui vient de chercher, qui vient de gêner. Voilà, je trouve que c'est vraiment... Bon, l'histoire de dire on a la plus mauvaise... Enfin, c'est le jeu le moins beau, etc., de l'RQSI et tout, ok, pourquoi pas, mais je crois surtout que c'est vraiment... la période où le PSG fait le moins peur. Les équipes n'ont plus peur de venir jouer. Et malgré tout, même si Reims joue mal ses coups, t'as Navas qui fait les 2-3 arrêts qu'il faut pour pas être mené. Et je trouve ça inquiétant. Alors après, hier, tu prends moins de tirs que d'habitude. On expliquera après pourquoi. Mais globalement, cette première mi-temps, elle est pas bonne jusqu'au but. Et puis après, comme tu marques juste avant la mi-temps, tu reviens, bon déjà tu mènes 1-0, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps il n'est pas terrible non plus, puis après oui il y a 2-0, Reims s'effondre,
Voilà, tu joues plus facile, il y a des actions, après, il y a 4-0, tu peux même le gagner 6 ou 7 le match, hein. Donc, euh, donc voilà, maintenant, est-ce qu'on retient la dernière demi-heure ou est-ce qu'on retient la première période? Moi, j'ai envie de dire que la première période, elle est quand même significative parce que tu as une équipe en face de toi qui est au même niveau physique et qui t'a posé des problèmes, et c'est Reims. Donc voilà. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu retiens du match? Déjà, je vous trouve dur sur le match d'hier. Parce que oui, effectivement, la première période, elle est bizarre. Parce que comme vous l'avez bien dit, le premier quart d'heure du PSG est plutôt bon. Dans l'envie, dans la vitesse surtout. Je trouve qu'il y a de la vitesse. Et puis, à partir du moment où effectivement Reims se positionne plus haut, bah, on a eu l'impression que plus que gêner les Parisiens, ça les a complètement endormis. C'était assez bizarre comme première période. Euh, après, euh, après, j'entends Clément qui nous parle du jeu d'autres équipes quand on va comparer à City ou au Bayern, où effectivement c'est plus huilé, mais tu regardes par exemple le match du week-end du Real Madrid, ils sont menés 2-0 à la 80e et ils arrachent un nul, on ne sait pas trop comment. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en fait cette année, je trouve, qui jouent bien au football. Ça, c'est la première chose. Et puis le match d'hier, bah, tu peux pas non plus résumer le match à juste 45 minutes, quoi. Il y a effectivement Reims a une énorme débauche d'énergie en première mi-temps, mais un match ça dure pas 45 minutes et à l'arrivée c'est 4-0. Donc dire que le PSG a été bousculé par Reims, j'aurais plutôt envie de dire que le PSG a été gêné par Reims en première mi-temps. Mais encore une fois, c'est sûr que si tu fais 45 minutes à 2000% et que derrière tu n'as plus d'essence pour assumer ta deuxième mi-temps, ouais, donc tu fais forcément une bonne première mi-temps. Le PSG hier a beaucoup mieux géré son physique, a usé l'adversaire. Et à l'arrivée, même si la première mi-temps, encore une fois, il y a plein de choses à dire qui n'ont pas été, à l'arrivée, moi je trouve que ça a été un match plutôt maîtrisé, je trouve, justement, par le PSG. J'ai pas vu un PSG en difficulté. Il concède quasiment pas de tirs malgré tout. Je crois qu'il y a. Je sais pas trop regarder les stats, tu dois avoir ça, 7. Clément. Je crois qu'il y a 7 tirs, c'est ça. Voilà, tu concèdes 7 tirs. Moi j'ai vu des matchs du PSG. J'ai vu des matchs du PSG cette saison où l'adversaire mettait 15-20 tirs. Là, moi, j'ai pas vu une équipe de Reims dangereuse. Voilà. Par contre, effectivement, première mi-temps, un pressing de malade, il pressait à 5, très haut. Bon, bah, ça a craqué au bout de 45 minutes. Donc, non, moi, je me suis ennuyé en première mi-temps, mais je suis quand même beaucoup moins sévère que vous sur le bilan global de ce match. Voilà, bon, donc match plutôt satisfaisant pour Nico. C'est vrai que bon, Reims Oscar Garcia a préparé un 5-4-1 avec le seul Hugo Ekitike devant, donc c'était aussi compliqué pour lui de jouer les ballons et souvent il se retrouvait un peu seul au moment de devoir dans le dernier tiers, on va dire, de la partie du camp parisien parce qu'il y avait tout de suite ça se resserrait sur lui. Pour parler de la compo, Clément, donc Mauricio Pochettino avait aligné un 4-3-3, Keylor Navas au goal parce que Donnarumma est blessé, Thilo Kehrer à droite, Marquinhos, Sergio Ramos qui était titularisé pour la deuxième fois en Ligue 1. Donc c'était aussi la petite bonne nouvelle d'hier soir. Nuno Mendes à gauche, un milieu de terrain Paredes, Verratti, Danilo et puis Mbappé, Icardi, Di Maria devant. Bon, on attendra encore pour avoir la défense à 5, hein, parce que c'est ce qu'on aurait peut-être pu voir vu le Ramos et on a vu qu'il était prêt physiquement Ramos puisqu'il a tenu 90 minutes. Kimpembe du coup a fait banquette, mais bon, il a beaucoup joué aussi en ce moment. Bon, ce que je disais, on n'est pas près de. On aurait pu espérer voir la défense à 3, et ça n'a pas été encore le cas hier. Ouais, moi, je pense qu'il faut peut-être ne plus l'attendre quelque part. Au moins, ça évitera d'être déçu. On la souhaite tous, on la désire tous, ne serait-ce que pour voir un autre PSG que celui qu'on voit depuis le début de saison. C'est peut-être une utopie, hein. Peut-être que jamais le PSG ne le verra, et peut-être que même avec cette défense à 5, le jeu ne serait pas flamboyant, mais dans tout état de cause, il n'a pas décidé de le faire. Donc, je pense qu'on se dessinera vers une défense Marquinhos et X, on verra, soit Kimpembe, soit Ramos. Mais le problème hier, c'est pas trop ça encore. Je pense que c'est vraiment le milieu de terrain avec Danilo en relayeur. J'ai rien contre lui, hein. Franchement, il se bagarre, etc. Même en 6, parfois, il fait des matchs plutôt corrects et tout. Mais hier, vraiment, il a fait preuve de déchet technique. Moi, j'ai trouvé. Alors, il met un beau but à la fin. Il est volontaire, mais il a raté énormément de choses. Et en plus, c'est d'autant plus criant, je trouve, que Paredes derrière lui a été mauvais aussi, je trouve. Vraiment, Paredes, je l'ai beaucoup défendu, mais hier, il mettait 6 ans à faire une passe. On l'aime, Paredes, quand il casse des lignes, quand il joue vertical, parce qu'il sait le faire, parce qu'il est très fort en le faisant hier. Mais hier, il l'a très peu fait, et il l'a d'autant plus fait que j'ai trouvé que cette équipe avait un manque de mouvement assez criant.
Nico me parlait tout à l'heure il me disait oui, en Europe, il n'y a pas trop il n'y a pas d'équipes non plus flamboyantes, etc. Le Real, hier, ils ont peut-être fait un match moyen, mais franchement, il n'y a pas ce manque de mouvement observé qu'on voit au PSG depuis plusieurs semaines. Il y a toujours des solutions. Hier, Navas, il était emmerdé, mais combien de fois il était emmerdé pour relancer le ballon? Il n'avait aucune solution. Et ça, normalement, c'est le rôle de Paredes, de Verratti, de Danilo. Et en fait, hier, les déplacements, l'animation du milieu de terrain était vraiment à chier. Et pour moi, elle est de la responsabilité de Pochettino qui met cette équipe avec 2 numéros 6, dont un qui joue en relayeur. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit cette saison et c'est pas possible. Moi, je pense que si le jeu hier du PSG n'a pas été flamboyant et s'il y a eu des problèmes de mouvement, des problèmes de solution et des problèmes aussi de transition, c'est parce que les joueurs alignés sur le terrain n'étaient pas forcément à leur poste. Donc, ouais, la compo hier, je suis assez déçu, notamment à cause de ce milieu de terrain. Yacine, c'est vrai que clairement, tu dis 2 numéros 6, il y avait même 3 numéros 6 en fait, parce que Danilo, pareil, c'est Verratti, les 3, on a vu, on en a parlé lors du précédent podcast, mais Verratti, son meilleur poste, on le voit maintenant, enfin, Pochettino le voit maintenant, c'est le numéro 6, et hier, il était remis en relayeur. Yacine, toi aussi, j'imagine que tu n'étais pas satisfait de la compo avec Danilo en relayeur, alors que au parc, contre Reims, tu aurais pu essayer quelque chose avec des jeunes sur le banc. Bon, on en parle souvent, les gens ils vont dire « Ah, vous parlez toujours des jeunes sur le banc, etc. » Mais bon, on l'a vu hier, Danilo, même s'il a marqué, même s'il a fait un bon match, dans l'engagement, il était là, même sur les duels aériens et autres. Mais tu peux tenter quelque chose contre Reims à la maison. Non, parce qu'il y a la grille des statuts. Donc, tu prends les statuts dans l'ordre des joueurs disponibles et en fait, tu peux rien tenter. Ah ouais. Le nombre de sélections des joueurs et ensuite tu classes et tu dis Danilo il a 60 sélections donc il a 60 matchs d'avance à jouer avant. Voilà, Paredes, Danilo, internationaux argentins, portugais, donc il passe devant tout le monde. Voilà, c'est comme ça. De toute façon on le sait. Donc ouais, je trouve ça dommage parce que en fait c'est toujours le problème du foot, c'est que effectivement on va tomber sur Danilo. Alors un peu moins hier parce que c'est vraiment Paredes qui est en dessous de tout. Mais oui, Danilo, il fait son match défensivement, il est volontaire, etc. Au moins, voilà, l'état d'esprit, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, il est en difficulté quand il faut jouer avec le ballon. Maintenant, qui le met sur le terrain? C'est le coach. Qui le met relayeur? C'est le coach. Voilà. Donc, qui lui demande quelque chose qu'il ne sait pas faire? C'est le coach. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, lui, il fait son équipe avec les statuts et en fait, à eux de s'adapter à peu près à son idée de jeu. Enfin, d'ailleurs, s'il y en a une. Voilà, c'est tout. Moi, j'attendais. En fait, on espère toujours, mais je me doutais qu'il allait avoir cette compo. Voilà, et je continue de penser, même si je me trompe sûrement, que le 3-4-3 ou ce qu'on veut, il n'est pas abandonné. Il peut ressurgir lors du match du Real d'un coup. Ouais. Sans préparation. C'est-à-dire, là, il reste 3 matchs avant le Real. Il reste un match de Coupe de France contre Lille, 2 matchs de Ligue 1. Il peut le mettre le 14 février. Si je peux, je vais essayer de faire court. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les joueurs connaissent ce système parce qu'ils ont déjà joué dans ce système dans tous les clubs où ils étaient avant. Parce que chaque joueur sera dans un rôle qui lui convient. Et parce que malgré tout, ok, tu l'as testé en réaction dans certains matchs, mais tu l'as testé à peu près 3 ou 4 fois cette année. Et 3 ou 4 fois, ça a fonctionné. Contre Lille, contre Leipzig, en cours de match. Et la dernière fois, c'est changé contre Brest. Ouais. Donc en fait, je pense que sûrement qu'ils le travaillent à l'entraînement. Mais de toute façon, on a des joueurs qui connaissent ce système et qui savent l'utiliser. Donc, moi, je pense que je vais essayer de dire pourquoi. C'est que tout le monde parle du 3-4-3, il ne l'utilise pas parce qu'en Ligue 1, il n'en a pas besoin. Et ça peut être une sorte de surprise contre le Real. Voilà. C'est comme ça que je le vois pour plein de raisons. Parce que le Real, le milieu de terrain, il peut te poser des problèmes avec Paredes. On voit bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas jouer contre le Real. Voilà, il te manque Gay, Hakimi, etc. Mais Gay avec Verratti dans un 3-4-3, ça peut le faire. Que tu vas voir Hakimi, Mendes ou Bernat. D'ailleurs, Bernat qui met quand même du temps à revenir du Covid. Alors, il a mis du temps à revenir des croisés. Maintenant, c'est du Covid. Compliqué sa saison quand même. C'est dommage parce qu'il revenait bien. En tout cas, tu as Bernat, tu as les 3 devant et tu as une sécurité avec les 3 derrière. Ramos dans l'axe avec Marquinhos un peu à droite qui peut apporter et couvrir. Et Kimpembe
Donc, voilà, moi, ça restera mon idée jusqu'au bout de le sortir contre le Real d'un coup. Bon, on verra ça en tout cas, mais peut-être que, oui, je disais, il y avait 3 matchs avant le Real. Il y aura PSG Nice en Coupe de France le 31 janvier. Et parce qu'il y a quand même deux grosses affiches. Hein. Bon, Lille PSG, bon, Lille de cette année, évidemment, ça vaut ce qu'il vaut, mais PSG Rennes, avant le 15 février d'affronter le Real Madrid au Parc. Nico, bon, en tout cas, avant de savoir si Pochettino utilisera ce système, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a revu Ramos sous le maillot parisien, qui a marqué son premier but sur un corner bien tiré de Di Maria. On a vu toute la grinta, la volonté de l'Espagnol pour la reprendre en 2 fois. Bon, on ne doutait pas de son implication, hein, Sergio Ramos, mais on l'a vu bien physiquement, au point sur son jeu long, des tags bien rugueux comme il sait faire. Au moins, ça rassure avant Madrid d'avoir revu Ramos jouer 90 minutes. Ouais, il est en train de s'installer doucement à son rythme, enfin, plutôt au rythme décidé par le staff. Et de toute façon, moi je vous l'ai déjà dit, hein, si Ramos arrive à ne serait-ce que 60 ou 70% de ses capacités physiques, il sera titulaire contre le Real parce qu'il n'y a pas de concurrence pour moi avec Kimpembe. Pour moi, c'est réglé. Après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là, donc je ne sais pas sur quoi je rebondisse. Vas-y, comme tu veux, sur la défense, peut-être, enfin, tu vois, le système avec Ramos. Moi, la défense à 3, j'y crois plus du tout. Et j'y crois d'autant moins contre le Real que le Real joue avec le seul Benzema devant et que pour le coup, je vois vraiment encore moins Pochettino du coup envisager cette hypothèse contre le Real. Donc moi, j'ai abandonné cette idée-là. Après, je vais plutôt parler un petit peu juste du milieu puisqu'on en a un peu parlé ici. Danilo, effectivement, on va dire plein de choses sur son poste de relayeur hier. Évidemment, c'est pas son poste. Après, c'est encore une fois les choix un peu bizarres de Pochettino, mais Paredes, pour le coup, il l'a fait jouer à son vrai poste. J'ai même envie de dire à son seul poste possible, parce que Paredes n'a pas un volume de course aujourd'hui qui lui permet de jouer relayeur. Donc Paredes en sentinelle dans un match comme ça, il est vraiment à sa place. Moi, contrairement à vous, je ne l'ai pas trouvé si nul que ça dans les passes. J'ai vu beaucoup de passes verticales, je l'ai vu trouver énormément de joueurs dans les intervalles, je l'ai vu pour le coup jouer toujours. Alors, il est très bas déjà à l'origine, donc c'est difficile de ne pas jouer de vers l'avant, mais moi je vois une vraie qualité de passe, même sur un match d'hier. Alors le problème de Paredes, effectivement, c'est que c'est des matchs comme ça, voilà. C'est des matchs où il faut qu'il y ait peu de rythme, où on lui demande pas beaucoup de courir et où il va jouer dans un fauteuil. Et là, sur un match comme hier, moi, pour le coup, je vois pas trop ce qu'on peut lui reprocher parce que il fait ce qu'il sait faire, à savoir, il distribue. Après, c'est vrai qu'en projection, il en a aucune, en pressing, il n'en a pas beaucoup, voilà, effectivement, mais c'est un joueur qui est comme ça et qu'on modifiera pas. Mais sur ce registre qu'on lui connaît, hier, j'avoue que je suis assez étonné de toutes les critiques, parce que moi je trouve qu'hier, justement, des 3 milieux, enfin, non, il y avait Verratti, mais par rapport à Danilo qui joue 90% de ses passes derrière, Herrera qui fait une entrée horrible, même Draxler qui fait une entrée très moyenne, au moins Paredes, il a une qualité de passe quand même qui est assez intéressante. Donc je vous trouve encore un peu dur avec lui, même si je le redis, effectivement, il est mono-rôle ce joueur et que ça me semblait aussi complètement inconcevable de l'imaginer contre le Real où il va y avoir beaucoup trop de vitesse et de pression et ça effectivement il sera trop limité là-dedans. Donc sur le milieu d'hier, moi j'ai juste le petit bémol, c'est effectivement Danilo dans ce poste-là et j'aurais effectivement préféré débuter avec un petit jeune en relayeur aux côtés de Verratti, ça aurait été à mon avis beaucoup plus intéressant en termes de jeu. Mais après Danilo, il fait son match malgré tout, il marque un but, il se bat. Donc, comme dit Yacine, on lui demande de jouer dans ce poste qui n'est pas le sien, et je trouve qu'il s'en est plutôt pas si mal tiré que ça hier soir. On le dit quand Danilo fait des matchs moyens, mais évidemment, Yacine le rappelle, c'est l'entraîneur qui met à ce poste-là. Mais hier, pour le coup, il a fait un bon match et pour ses, on va dire, contrôles un peu compliqués, ses passes manquées, malheureusement, lui, il n'a pas l'habitude de jouer en relayeur, donc c'est pas lui qu'il faut incriminer, je pense. Pour revenir rapidement sur Ramos, juste Yacine, je voulais te questionner directement là-dessus parce que j'ai vu un tweet que tu as mis hier sur un autre aspect de son rôle sur le terrain. Ramos, c'est son positionnement qui oblige ses coéquipiers à ne pas reculer et donc à moins subir. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte que ce soit une défense à 2 ou à 3, mais l'importance de Ramos, elle est aussi là dans le fait qu'il ne concède pas et qu'on le voit, il n'arrête pas de dire à sa ligne défensive montez, etc., ne reculez pas, etc. Et c'est important aussi. C'est ce qui l'amène aussi Ramos. Oui, parce qu'en fait, il y a 2 aspects. Le premier, on va dire quand tu es très bas, quand tu subis un peu. Et effectivement, sur la récupération et quand le ballon sort, lui, tout de suite, il n'est pas là à attendre de voir si on perd le ballon. Il demande à tout le monde d'avancer. Donc, rapidement, tu as un bloc qui reste compact. Ça, c'est intéressant. Mais surtout, sur le premier quart d'heure, notamment, c'est là que je l'avais noté, sur le premier quart d'heure où tu commences très haut,
bah lui, il oblige les autres à rester haut. Pourquoi? Un, dans sa façon d'exprimer, tu vois, il donne des consignes, mais dans son attitude aussi, parce que rapidement, c'est dommage que en fait, j'ai pas eu le temps de prendre la photo à ce moment-là. Il y avait Ramos et Marquinhos qui étaient pratiquement à la fin du rond central. Et ça, quand il y a Kimpembe, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Parce que Kimpembe, lui, il reste au niveau de la ligne médiane, en gros, en couverture, prendre un peu de recul et pas aller dans le bloc. Lui, il avance, je te dis, au niveau de la fin du rond central. Ce qui fait que quand tu es latéral ou que tu es milieu, que ton défenseur, il est là, bah, tu vas pas rester à côté de lui, parce que là, tu vas te trouver, enfin, c'est pas possible. Donc, tu es obligé d'avancer. Et Marquinhos, de l'autre côté, l'a fait. C'est pour ça aussi que le PSG a récupéré beaucoup de ballons dans le premier quart d'heure. C'est que tout le bloc était dans les 40 mètres adverses. Et donc, en dehors de sa parole, c'est son comportement, son attitude, son positionnement qui oblige les autres à ça. Après, le problème, c'est que bah, même s'il y a Ramos, quand Paris a commencé à reculer, même si lui a beaucoup donné de la voix pour essayer de faire ressortir, bah, à partir du moment où tu as 3 attaquants qui ne travaillent pas forcément et que les milieux commencent un peu à subir, et ben, le bloc recule. Et même avec lui, ça a été un peu plus compliqué. Malgré tout, je pense que c'est aussi, bon, après il faut qu'il s'installe, hein, c'est son 3 ou 4e match en tout avec sa 2e titularisation. Voilà, c'est compliqué, mais son attitude, elle est vraiment importante là-dessus parce qu'il emmène les autres. Et je le redis, même Marquinhos à côté de lui, à un moment donné, il n'y avait vraiment plus aucun joueur à 60 mètres de Ramos. De Navas plutôt, excuse-moi. Navas. Petite question, Clément, pour compléter sur Ramos. Il est venu après au micro de Prime Video et on lui a posé la question, Thibault Leroy lui a posé la question, est-ce qu'il était bien, comment il se sentait physiquement? Et il a dit, ça fait 3 semaines que j'ai repris de façon normale avec le groupe. Il est important de reprendre une routine, je me sens de mieux en mieux. Et on lui a posé la question à Mauricio Pochettino en conférence de presse sur comment jugez-vous le match de Ramos et est-ce qu'on parlait de concurrence avec Kimpembe. Tu en parlais tout à l'heure aussi, Clément. Et Pochettino a répondu, nous avons 3 grands défenseurs centraux de niveau international. Ils peuvent jouer ensemble, les 3, ou nous permettre de faire tourner. Nous ferons sans Marquinhos qui est appelé avec le Brésil contre Nice. Puis nous verrons si nous l'aurons avec nous contre Lille. La rotation est importante comme nous avons pu le faire ce soir avec Kimpembe qui joue beaucoup habituellement. Toi aussi, j'imagine que tu as apprécié le match de Sergio Ramos, Clément, dans ce qu'il a apporté dans son jeu long, dans ses tacles, dans ce que Yacine parle depuis tout à l'heure, son positionnement. C'est vrai que ça change d'avoir cette complémentarité avec Marquinhos qui est criante alors qu'ils n'ont joué que 2 matchs et demi ensemble. Déjà, quand c'est 2 joueurs de ce niveau-là, la complémentarité, en général, elle met pas 6 matchs à arriver. Enfin, on a vu la même chose avec Messi et Mbappé, par exemple, devant. Quand à ce niveau-là, voilà, ça se fait automatiquement presque. Je ne vais pas redire tout ce que Yacine a dit, parce que je suis d'accord. Il y a un truc que je peux ajouter, enfin même 2 trucs, c'est avec le ballon. Ce qu'on reproche souvent au PSG, c'est parfois de ronronner, de pas aller assez vite, de pas mettre de rythme dans une rencontre. Et Ramos, tout de suite, contrairement à Kimpembe, par exemple, il apporte une sorte d'allant quand il a le ballon, il va vers l'avant tout de suite, automatiquement, il cherche des solutions. Hier, on l'a moins vu faire de transversal, mais dès qu'il peut changer le rythme, dès qu'il peut changer le côté de ballon, il le fait. Et ça, mine de rien, ça incite aussi les autres à bouger, à proposer des solutions, à avoir du mouvement. Combien de fois on l'a vu monter à gauche et du coup, ça a incité Mbappé à bouger, à Verratti à proposer, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Donc ça, je pense que ça peut avoir une sacrée vertu. Autre chose aussi, c'est les détails, mais hier il a fait un paquet de fautes qui n'ont pas été sifflées. Elles n'ont pas été sifflées parce que c'est lui qui les fait, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il est fait avec malice. Et hier contre Reims, j'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche, mais en Ligue des Champions, dans les grands matchs, ça va compter parce que nombre de fois le PSG a pu se faire avoir contre des équipes comme le Real Madrid ou Manchester, etc. Et lui, il arrive à avoir une certaine influence sur le caractère de l'équipe, sur les choix arbitraux, même sur des petits détails, sur les coups de pied arrêtés, etc. Et ça, on l'a vu hier contre Reims. Évidemment, c'est pas ça qui a compté, mais en Ligue des Champions, ça peut jouer. Et tous ces aspects-là réunis, évidemment que son importance, on s'en rend pas compte, mais elle peut être plus importante qu'on ne le croit en vue de la Ligue des Champions. Yacine, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Clément, parce que j'en ai parlé hier. Mais en fait, l'histoire de Ramos avec le ballon, il y a 2 choses. Et j'en ai parlé dans plusieurs minutes coach, quand je parlais de messages que tu envoies. En fait, quand tu fais une passe molle dans les pieds du joueur, tu lui envoies, entre guillemets, le message de « bon, tranquille, on joue dans les pieds, on met pas de rythme ».
Ramos, il y a deux choses. La première, c'est que ses passes, elles sont claquées. C'est-à-dire qu'il y a de l'intensité dans la passe déjà. Donc elles sont pas claquées au sol, elles sont claquées. Elles sont claquées, voilà. Il appuie son ballon. Ouais. C'est vrai. Il appuie ses passes, donc elles donnent du rythme. C'est pas une passe qui met, par exemple, si je devais schématiser, 3 secondes à arriver sur Marquinhos, elle met 1 seconde. Donc déjà, tu sais que voilà, lui, il est en train de te dire, vas-y, on joue. Et la deuxième chose, c'est que quand il fait des passes à certains joueurs, notamment sur les côtés, au lieu de jouer dans les pieds, il met le ballon légèrement devant. Et là aussi, le message, c'est je joue pas dans les pieds, je joue dans l'espace, parce que si je te mets le ballon 2 mètres devant, toi, tu es obligé de courir. Donc, tu prends de la vitesse, tu prends le rythme, et en gros, je t'envoie le message de vas-y, joue. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est vrai que le PSG a trop tendance à l'image de Herrera, Paredes et tout ce qu'on a déjà dit, se mettre parfois, tu sais, le ballon dans les pieds à 2 mètres. Tiens, le ballon, vas-y, on n'est pas pressé, tiens, je te redonne le ballon. Et puis, il se passe 3 minutes où on est à 2 doigts de s'endormir. Donc voilà, ça, c'est aussi très important dans le rôle de Ramos. Nico, tu voulais réagir sur ça ou je pouvais te lancer sur autre chose? Bah, tu vas pouvoir me lancer, mais juste pour finir là-dessus, Ramos, en fait, c'est juste un joueur qui arrive d'un grand club, qui joue avec de l'intensité, et puis bah, vu qu'il n'a pas encore beaucoup joué au PSG, il n'a pas encore été contaminé par le syndrome PSG. Maintenant, tu veux dire que dans quelques matchs possiblement, voilà, l'avantage qu'on a, c'est que du coup, il aura joué au mieux 7-8 matchs avec le PSG avant le Real, et qu'il n'aura pas été encore une fois complètement contaminé. Donc on peut espérer que jusqu'au printemps, il soit encore dans cette optique-là. Après, est-ce que dans 6 mois, il sera encore ce joueur avec du rythme et qui a envie de faire bouger tout le monde? On verra. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on voit la différence. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de concurrence pour moi avec Kimpembe, c'est par rapport à ça. C'est parce que il a tout pour lui par rapport à Kimpembe. J'ai rien contre Kimpembe, hein, mais tu vois la différence. Voilà. Et c'est normal quelque part que tu vois la différence. On parle d'un des... Bon, il l'est plus aujourd'hui, mais on parle d'un mec qui a été meilleur défenseur du monde pendant des années, qui a tout gagné dans le plus grand club du monde, et qui a une exigence surtout avec lui-même. Tu sens que même hier sur le match de Reims, moi c'est ça qui m'a surpris, c'est le niveau de concentration, le niveau dans la rigueur, le niveau d'exigence avec les autres. Il n'est pas là pour rigoler, Ramos, ça se voit. Et lui, que ce soit Reims ou le Real, il va jouer de la même manière parce que déjà, il n'a pas de temps à perdre. Et puis parce qu'il a, encore une fois, cette culture en lui et qu'il t'apporte quelque chose vraiment enfin, voilà, il n'y a pas photo avec Kimpembe. Et puis, tu sais aussi qu'avec Ramos, tu n'auras pas ces sautes de concentration, tu n'auras pas ces erreurs de relance. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet, voilà, tout simplement. Et c'est impossible qu'il ne soit pas titulaire s'il est dans un état physique, on va dire, normal. C'est pas possible qu'il ne joue pas contre le Real. Pour moi, il n'y a même pas concurrence, il n'y a pas de débat possible. Pour appuyer ce que tu dis, Nico, c'est vrai qu'aussi on le voit sur son but. On le voit, l'envie, la rage, il marque contre Reims, ça fait déjà, il y a déjà 3-0, mais tu vois comme si tu as l'impression qu'il vient de marquer un but, le but victorieux en 8e de finale de Ligue des Champions, quoi. Il a la rage, quoi. Donc c'est aussi dans ce comportement-là, je pense que ça le transmet aussi aux autres, cette envie. Et puis sur les coups de pied arrêtés, on marque quand même pas beaucoup de buts cette saison, on a quand même en difficulté. Là, c'est quand même un sacré argument et supplément en plus sur le coup de pied arrêté d'avoir Sergio Ramos dans ses rangs. Je voulais te lancer, Nico, sur Kylian Mbappé parce qu'il était incertain en raison d'une gêne au mollet. On ne savait pas trop s'il allait commencer titulaire. Bon, au final, il l'était. Il termine avec une passe décisive pour Danilo. Comment tu juges son match, toi? Je vous donne la petite réponse de Pochettino en après-match. On lui demandait comment vous évaluez son match, son état physique. Il avait répondu, il avait été ménagé cette semaine, mais il se sentait bien. Évidemment, il manquait de rythme, donc au bout d'une heure, il était un peu fatigué, donc on a préféré le sortir pour ne pas prendre de risques. Je sais qu'il a agacé Yacine et Clément sur certains choix de passe où il aurait pu la donner pas mal de fois à Icardi. Toi, comment tu l'as trouvé? J'ai l'impression qu'Mbappé, il est temps pour lui que Neymar et Messi reviennent durablement, parce qu'il en a un petit peu marre de jouer avec ce qu'il a autour de lui. Voilà, c'est l'impression qu'il donne. Quand il donne pas le ballon à Icardi ou à Di Maria, c'est parce que tu sens qu'il n'y a pas une complicité monstre entre eux et qu'il n'y a pas spécialement envie d'en créer une. Mbappé, il est conscient que c'est lui qui a porté l'équipe là pendant 2 mois. Je pense qu'il est temps de récupérer Neymar et puis Messi autour de lui pour lui donner des possibilités d'avoir le ballon qui revienne un petit peu mieux, quoi. Après, sur son match d'hier, écoute, pour un match où il était censé être diminué physiquement et être prudent, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Il a été gêné parce que le bloc bas en deuxième mi-temps de Reims donnait peu d'espace. En première, il n'a pas énormément été servi non plus et il a quand même quelques occasions.
Il fait une passe décisive à l'arrivée. Écoute, c'est un match quand certains vont qualifier de raté, mais il y a un paquet d'attaquants en Ligue 1 qui aimeraient rater tous les matchs comme ça, je pense. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était un match. C'est pas son meilleur match, mais c'est pas son pire. Moi, il m'a pas énervé comme il m'a déjà énervé d'autres fois. Voilà, j'avais un peu plus focalisé sur d'autres joueurs hier que sur lui en tout cas. D'accord. Bon, j'ai bien aimé ta formule, Nico. Il y a beaucoup d'attaquants qui aimeraient louper ce genre de match et terminer avec une passe d'ess. Voilà, c'est vrai. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'on est évidemment, on est toujours exigeant avec Kylian Mbappé. D'ailleurs, avant qu'il fasse cette passe décisive, on se demandait, j'étais en train de chercher depuis combien de temps ça faisait pour un match du PSG que Kylian Mbappé n'était ni décisif en passe, ni décisif sur la passe ou le but, et que c'était d'autres joueurs qui marquaient sur un match. Mais bon, au final, il a fait une passe décisive, donc il faut toujours. Je pense que ça remonte à assez longtemps quand même, parce que tu le disais, Nico, il a porté l'équipe pendant de nombreux mois en l'absence de certains de l'effectif. Yacine, Kylian Mbappé, au point de vue du stade, je sais qu'il t'a un petit peu agacé, plus que Nico apparemment. Comment tu juges sa performance? Alors, en rappelant évidemment qu'il avait une petite gêne au mollet et qu'il a été ménagé cette semaine. Voilà. Il faut aussi prendre tous les éléments en compte dans le match d'un joueur. Ouais, après, s'il est gêné, il n'a qu'à pas jouer, mais non, mais C'est sûr que voilà. Ouais. Alors, c'était Bon. sûr. Je vais essayer de bien m'expliquer parce que sinon, il va y avoir encore des commentaires pour dire ah, de toute façon, t'aimes pas Mbappé et tout. Bon, je vais pas expliquer que je m'en fous d'Mbappé. Oui, je suis désolé, mais on a le droit d'être exigeant avec Mbappé, plus qu'avec Kerrer ou Danilo. Enfin, faites ce que vous voulez. Moi, Kerrer et Danilo, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Mbappé aussi. Donc, ouais, c'est normal que je sois plus exigeant avec Mbappé. La deuxième chose, c'est que je pense que Mbappé, effectivement, depuis le mois de janvier, il est en mode c'est bon, les gars, je m'occupe de tout, je vais marquer. C'est moi le patron, je vais vous montrer, je vais débloquer la situation. Et notamment sur cette première période de 0-0, bah ouais, il fait des choix qui montrent de. Juste Yacine, je vous laisse 2 changer mon pensée. Bon, je vous laisse terminer sur Mbappé, d'accord? Je vous laisse faire le débat Mbappé, je reviens. À tout de suite. Donc voilà, donc il est là en mode je vais débloquer la situation et c'est moi le patron. Et notamment dans ses choix de la première période, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire c'est moi qui vais marquer. Parce que l'action avec Icardi, par exemple, il doit lui donner, il peut lui donner, il veut pas lui donner. Je comprends ce que dit Nico, mais en même temps, sur l'idée de avec qui il joue, on peut pas reprocher à Neymar l'année dernière de pas donner le ballon à Bakker et de dire aujourd'hui à Mbappé, ouais, mais c'est normal qu'il donne pas à Icardi ou à Di Maria. Donc en fait, moi ce qui m'énerve, et ça m'énervera toujours, que ce soit Mbappé, Messi, Ronaldo, parce que quand j'analyse un match, j'en ai rien à foutre de savoir ce qu'a fait le mec avant. Je juge, j'analyse un match, je suis pas en train de remettre en cause sa carrière, mais moi je déteste les joueurs qui ne respectent pas le jeu. Voilà. Si encore une fois, il y a un coach, normalement, il y a une hiérarchie dans un club, il y a une hiérarchie dans le football, dans toutes les strates de la société, il y a des hiérarchies. À un moment donné, toi, ton travail, c'est de respecter le jeu. Et après, c'est au coach de dire, OK, tu as fait le travail, Icardi, il n'est pas bon, et ben il sort, ou il joue plus. Di Maria, il se fout de la gueule du monde, et ben il sort, ou il joue plus. Mais tu peux pas dire à chaque fois, parce qu'il y a Di Maria ou Icardi, Mbappé, il se dit, ouais, de toute façon, ils sont claqués, c'est moi qui m'occupe de tout, et donc je ne donne pas le ballon et je vais aller marquer. Voilà. Moi, je n'aime pas ça. Et je pense on parlait de Ramos juste avant, je pense que cette exigence-là, elle fait partie de sa progression, elle fait partie de ce qui fait la carrière d'un grand joueur. Parce que tu ne peux pas juste te contenter de dire, moi, je m'occupe de tout, et puis si je rate, je m'en fous, c'est moi le patron. Voilà, maintenant. Sa deuxième mi-temps, elle est quand même un peu meilleure. Voilà, il a donné le ballon à Danilo, mais c'est lui aussi, je crois, qui décale Icardi à un moment donné sur le face-à-face. Donc, oui, elle est un peu meilleure. Je pense qu'il a dû être repris malgré tout. Et je pense aussi que l'attitude des autres, à un moment donné, c'est un message. On a vu quand même Di Maria et Icardi être agacés parfois. Voilà, je trouve qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un lui dise, OK, oui, tu es le meilleur joueur aujourd'hui, mais tu peux pas te comporter comme ça, c'est pas possible. Il y a deux choses, je trouve, Yacine. Les autres, donc il y a évidemment une forme un manque de complicité, on l'a vu avec Icardi par exemple, ça c'est criant. Mais quand Di Maria et Icardi s'agacent, ils s'agacent pas que après Mbappé, je sais pas si tu as vu, ils s'agacent sur le fait qu'on recherche systématiquement Mbappé, quel que soit le cas de figure. Par exemple, Verratti, 2-3 fois d'affilée, il a oublié Icardi et Di Maria
pour servir Mbappé. Et ça aussi, Alors, malheureusement, j'ai pas vu parce que j'étais au parc, mais j'ai vu qu'ils étaient énervés, mais j'ai pas vu. Ouais, bah voilà, donc, en fait, c'est aussi Verratti qui a beaucoup pris parce que ça faisait 3 fois d'affilée qu'il servait Mbappé alors que Di Maria et Icardi étaient mieux placés. Et je pense que oui, effectivement, c'est révélateur d'un certain état d'esprit et un manque de complicité entre ces joueurs. Malgré tout, je rejoins quand même Nico sur le fait qu'hier, j'ai pas trouvé ça flagrant non plus, franchement. Il y a eu deux cas de figure en première période, mais Mbappé, globalement, je trouve, hein, c'est lui chercher des poux dans les cheveux que de lui taper dessus. Lui taper dessus hier soir, surtout qu'on est forcément plus clément envers lui cette saison par rapport à tout ce qu'il apporte. Et je pense qu'il y a une forme de tolérance qui peut-être aussi l'incite lui-même à tenter plus de choses. Il se dit, attendez, moi j'ai tout donné, je porte le club sur mes épaules depuis le début de saison. Ils vont pas me faire chier pour une frappe, pour une frappe au lieu d'une passe. Si ça avait été Messi, je lui aurais donné. Là, c'est Icardi, tout le monde s'en fout et je vais tenter ma chance. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, je sais pas si tu l'as remarqué du parc. Et ça rejoint aussi ce que Nico a dit. Quand Messi est rentré, ils ont joué quoi? Ils ont joué 10-15 minutes ensemble. Et déjà, ça allait plus vite. Ils jouaient plus simple. En termes d'affinité, en termes d'appel de balle, en termes d'échange de passes, c'était beaucoup plus rapide. Et tu sens qu'en fait, il attendait que ça presque, que Messi ou que des joueurs que Neymar, quand il reviendra, reviennent dans l'équipe pour enchaîner les passes, pour enchaîner les mouvements, les 1-2, les 1-2-3, même avec Verratti. C'était beaucoup plus fluide. Tu sens que le mec, voilà, il est plus altruiste et moins personnel quand il y a ce type de joueur sur Ouais, mais le est-ce terrain. que c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Voilà. Parce que l'année dernière, on a quand même critiqué Neymar sur le fait de ne pas servir les latéraux quand c'est Bakker ou quand c'est Kurzawa. Et aujourd'hui, on va tolérer qu'Mbappé. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Soit on est exigeant avec tout le monde, et notamment ces joueurs-là. Soit on dit, OK, quand il y a lui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Il a le droit d'être collectif quand il y a Messi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je redis, il doit être collectif. Après, effectivement, il y a des choix du coach. Et ça, c'est une discussion qu'ils doivent avoir à un moment donné. Mais tu ne peux pas dire, OK, bah c'est Icardi, laisse tomber, je joue pas avec lui. De toute façon, je fais tout seul. Et quand Messi rentrera, je jouerai au foot. Mais c'est pas sérieux. En fait, il y a deux choses, je pense, Yacine. Il y a effectivement la première, ce qu'on peut reprocher à Mbappé, c'est des fois, et on avait notamment vu ça dans le match contre, je sais plus quel match, c'était pas le Brest, c'était peut-être le match d'avant. Il y a des fois où il va choisir la frappe, alors qu'effectivement, tu as Icardi qui est très bien placé et que la passe, pour le coup, est vraiment le choix à faire. Là, effectivement, tu peux lui reprocher ça. Et pour le coup, hier, je l'ai pas vu hier, franchement. Sur des occasions de but, j'ai pas vu Mbappé tenter sa chance alors qu'il y avait possibilité de servir quelqu'un mieux placé que lui. Tu vois, ça, je l'ai pas vu. Mais ça, c'est un problème quand ça arrive. Après, l'autre chose, c'est effectivement quand tu es à 30, 40 mètres du but, c'est de se dire, bah, plutôt que d'aller chercher un 1-2 avec Icardi, je vais tenter le dribble tout seul, l'accélération, parce que j'estime que j'ai plus de chance. Là, c'est autre chose. Et dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, que le jeu appelle le 1-2 et donc logiquement, c'est ce que tu dois faire. Sauf que quand tu sais très bien que Icardi va être en retard sur le contrôle ou qu'il va pas la remettre comme il faut, ou si c'est Di Maria, il va peut-être tergiverser. Enfin, il y a peut-être des moments où il estime qu'il a plus de chances de passer tout seul, ce qui en plus, la plupart du temps, c'est ce qui se produit. Et bon, bah là, c'est un autre aspect. Mais là, plus que l'individualisme de Mbappé, moi, ce que je pense qu'il faut régler assez vite, c'est le problème des joueurs autour de lui, dans ces cas de figure-là. Donc voilà. Hier, moi, ça m'a pas choqué, en tout cas dans les zones de vérité. J'ai pas vu un Mbappé ultra individuel, oubliant les autres, alors qu'il y avait des passes à faire. D'ailleurs, regarde, il offre la passe à Danilo, alors qu'il peut très bien tenter sa chance dans un angle un peu fermé. Enfin, pour moi, c'est pas le problème hier, en tout cas. C'est plus dans la manière de jouer, de combiner. Et effectivement, tu vois la différence quand Messi rentre. Avec Messi, il parle le même football et Mbappé peut se permettre de combiner avec Messi dans des petits espaces. Avec Icardi, ça va pas passer. Tu vois bien qu'Icardi, il met plus un pied devant l'autre depuis un moment. Donc, en tout cas, ça m'a pas choqué moi hier. J'ai vu des fois sur des matchs ce genre de truc-là de manière beaucoup plus flagrante. Hier, ça m'a pas sauté aux yeux en tout cas. Désolé de vous avoir c'est quelques temps. J'ai le pan. Ceux qui demandent, je pense que les gens le savent, mais je me suis fait opérer des ligaments croisés du genou gauche mercredi dernier, donc je suis en convalescence chez mes parents, et donc j'ai une infirmière qui vient tous les jours pour me changer mon pansement et me faire ma petite piqûre d'anticoagulant. Donc voilà, désolé pour ce petit temps de. Merci de nous raconter ta vision. Voilà. Non, mais c'est pas précis, il faut toujours contextualiser les choses, Clément. Et les gens ne croient pas. Vous étiez sur Icardi, j'ai entendu Nico là à la fin, vous avez parlé de quoi? Non, Mbappé.
parlait d'Mbappé et des éventuels reproches qu'on a pu lui faire sur le match d'hier, mais je pense qu'on a terminé, donc tu peux enchaîner si tu veux. Vous avez parlé un peu de Di Maria aussi? Parce Ouais, que après, Di Maria et Icardi, ils n'ont pas non plus été exceptionnels hier, faut quand même le signaler. Bon, Icardi, il a raté tout ce qu'il voulait. D'ailleurs, j'ai apprécié le commentaire de Thierry Henry qui a dit même moi qui étais mauvais de la tête, je l'aurais mis celle-là à la fin. Donc, juste, ça m'intéresse de parler de ça, Clément, tu as raison, je peux te lancer dessus parce que on en parlera après, mais je voulais parler via le centre de Nuno Mendes qui est exceptionnel pour moi, sur la tête d'Icardi. Et Icardi, même ce ballon le but est vide, hein, il n'a plus qu'à mettre le ballon fond, il arrive à la prendre de la main et à se faire annuler le but. C'est quand même symptomatique, Clément. Ouais. C'est un joueur puis on l'a vu, il s'est agacé sur certains choix d'Mbappé, qui lui donne pas, etc. Tu sens vraiment le joueur qui il arrive à une fin de cycle et faut partir, quoi, monsieur. Ouais, il y a deux choses qui me mettent le cafard. La première, c'est que je l'ai sur MPG, donc c'est terrible. C'est un mauvais choix de carrière. Et la deuxième chose, c'est que j'ai revu des vidéos de lui il y a pas longtemps à son arrivée au PSG, son doublé contre Marseille, sa vivacité, sa dimension clinique devant le but. Et là, j'ai l'impression de voir un autre joueur, quoi. Je dis pas qu'il a tout perdu, hein, attention, hein, ça reste un très bon attaquant. Mais là, c'est compliqué. Hein. Hier, vraiment, mais j'avais l'impression de voir. Moi, j'adore Paoletta, mais j'avais l'impression de voir Paoletta sur la fin, quoi. C'était lourd, c'était compliqué. Il bougeait pas, il mettait 6 ans à se retourner. Tous ses choix étaient mauvais. Les 1-2 étaient impossibles parce qu'il était trop lent. Il avait toujours 2 mètres de retard sur la position dans laquelle il devait être. Enfin, moi, hier, Icardi, j'ai eu l'impression de voir l'ombre de lui-même, pardon. Donc, ouais, très compliqué. Je pense que il va plus la saison va passer, plus la saison va avancer, moins il aura de temps de jeu de par le retour des titulaires et de par son niveau qui est assez inquiétant, je trouve. Pourtant, c'est sa 3e titularisation d'affilée, en 2022. Donc, il joue en ce moment. Il a l'occasion de se montrer, hein, Yacine. Mais bon, malheureusement, en plus, hier au commentaire, c'est dans ce genre de PSG domine largement que tu dois montrer à l'entraîneur que tu mérites de jouer. Et au final, même dans ces matchs où il est acquis totalement le match au Paris Saint-Germain parce qu'il domine et il met nos scores, etc. Et tu as des situations, parce que hier, je rappelle le nombre de frappes que le Paris Saint-Germain a fait, je l'avais donné tout à l'heure, je vous le redonne, 20 tirs, et au final, 0 but pour Icardi. Donc, de toute façon, là, en plus, Messi est rentré hier, donc je pense qu'il va regagner le banc naturellement, Yacine. Avant, peut-être un départ à la Juve, je ne sais pas si ça se fera d'ici la fin du mercato hivernal, mais... Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. La première, c'est de toute façon son état athlétique qui est pas en adéquation avec le haut niveau. Ah, c'est pas sérieux. Ah, bien sûr. Alors, hier, je sais pas si on le voyait à la télé, mais il a quand même fait des courses de remplacement où il a essayé d'aller gêner. Et pour moi, alors je vais essayer de l'expliquer tranquillement. C'est significatif du joueur qui sait qu'il apporte plus rien, qui sait qu'il est critiqué, et en fait, il veut montrer au moins dans l'état d'esprit, je fais les courses pour aller mettre un tac là-bas sur la ligne de touche. Voilà, je compense comme je peux, mais voilà. La deuxième chose, c'est qu'au fond de lui, il sait très bien que là, il dépanne parce qu'il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Messi et compagnie, et que dès que tout le monde va revenir, effectivement, il aura des bouts de match, voire pas. Et la dernière chose, c'est le mélange entre l'énervement, la frustration, le manque de confiance, parce que sa tête. Alors, déjà, il y a le face-à-face. Lui, on l'a connu être plus efficace dans ce genre de gestes. Parce que son contrôle est plutôt bon, en fait, mais après, il ne fait pas le bon choix. Mais la tête. Bon, déjà, le centre, il est quand même exceptionnel. Franchement, il est travaillé, tendu. Le centre est quand même magnifique de Mendes. Exceptionnel. Mais la tête, la position du corps, parce que je l'ai regardé ce matin avant de faire le podcast. La position du corps, il est courbé, il sait pas, il apprend pas bien. Ouais, il a la tête rentrée dans les épaules. Et à l'arrivée, il apprend même pas bien. Il apprend tellement mal que de sa tête, elle va sur sa main. Non, mais c'est une horreur. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que il sait qu'il fait main. Mais en fait, tu vois dans sa tête que, tu sais, l'enfant qui a fait une bêtise, genre il est un peu dépité, il sait pas trop. mais sérieux, c'est dur, c'est dur. Bon, en tout cas, on va peut-être pas. On a assez parlé du pauvre Mauro Icardi, mais c'est vrai qu'il sait qu'il va regagner sa place sur le banc des remplaçants. C'est un peu
le pote par défaut, tu dis bon, lui il est pas là, allez, on se voit, et puis quand les autres reviendront, bah, tu repasseras derrière un peu la hiérarchie. Donc c'est un peu compliqué pour l'ami Mauro Icardi. Et avant que je passe la parole à... De quoi, Clément? Juste un petit mot, parce que c'est vrai qu'on parle d'Icardi. Si on cherche un attaquant qui sait faire des têtes, qui fait les efforts et qui est encore décisif, il y en a un dans le nord de l'Angleterre qui est vraiment pas trop mal et ils sont très contents de l'avoir à Manchester. Franchement, Clément, c'est pas un attaquant qui a fait une passe décisive pour une victoire de Manchester United ce week-end? Mais il est régulièrement décisif et c'est dommage parce qu'on l'a quand même échangé pour Icardi. Donc voilà, c'était un petit passage. Mais... Tu parles du meilleur buteur d'histoire du Paris Saint-Germain, c'est ça? Voilà. Je ne veux pas en faire des caisses, mais c'était juste un petit message soi-disant passant. Ouais, c'est normal de placer un petit mot sur Edinson Cavani quand tu es dans le podcast, Clément, sinon j'aurais pas compris. Il y a avant de passer sur Nuno Mendes, parce que j'aimerais vraiment appuyer sur son match hier, un petit mot rapide sur Angel Di Maria, parce qu'on en a déjà parlé pas mal dans le podcast, mais j'ai vu un commentaire passer d'un tweetos hier, Nico, et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Je sais qu'Yacine est d'accord avec le commentaire du tweetos. Clément, pas trop. Alors, je vous lis le commentaire du tweetos que j'ai vu hier. Il nous a sorti de sacrées épines du pied dans le passé, surtout en Ligue des Champions, et personne ne peut contester. Mais depuis pratiquement un an, c'est devenu un boulet. Il est temps de partir en laissant de beaux souvenirs. Alors qu'on parle d'une prolongation pour Angel Di Maria, Nico. Est-ce que tu es d'accord avec, on va entrer dans les lignes, on va dire, est-ce que tu es d'accord avec ce commentaire? Voilà. Le micro. Ah, ouais, excusez-moi. Il faut que tu remettes le micro, Nico. Je vous explique. On est en train de. Dans le parc en dessous, ils sont en train de couper les arbres depuis ce matin, donc c'est pour ça il y a un bordel sans nom. Et comme ça, on a. Donc du coup, c'est pour ça que je coupe souvent. Non, c'est pas un boulet, il faut pas exagérer. Par contre, il fait pas une bonne saison globalement. Moi, ce qui me dérange avec le Di Maria qu'on voit depuis quelques mois maintenant, c'est qu'il est. Il est ultra prévisible, quoi. Il y a plus, tu sens qu'il y a plus aucune surprise dans son jeu. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même action. C'est j'oublie mon latéral, je repique dans l'axe et puis je délivre mon centre. Alors si encore il trouvait effectivement, s'il trouvait tout le temps des bons centres, on pourrait dire bon bah au moins ça continue de passer, mais manque de bol pour centrer, c'est vers Icardi en ce moment, donc c'est double punition. Et ouais, c'est pas du très bon Di Maria maintenant. La discussion autour de sa prolongation va forcément devoir entrer en compte. Enfin, dans un club normal, j'ai envie de dire. Là, je pense que c'est déjà acté en fait. Ils attendent juste une bonne nouvelle pour l'annoncer. Mais ouais, il est pas bon en ce moment. Il est pas bon. Après, c'est un joueur qui est capable. Il est capable dans une rencontre comme contre le Real. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça va venir. Il est capable de devenir monstrueux pendant 45 minutes et puis d'être irrésistible, voilà. Mais ce qu'il faisait avant de manière irrégulière, mais qu'on voyait quand même assez souvent, là c'est vrai qu'on le voit plus du tout depuis un bon moment. Bon, il y a quand même, il y en a qui nous parlaient hier de son corner sur le but de Ramos. Vous voyez, il a encore une bonne patte gauche, mais c'est vrai que dans le jeu c'est un peu pénible à voir, on va dire. Yacine, un joueur de grand match, l'ami André. Ouais, c'est une légende. C'est une légende. Non, mais je vous le dis, c'est une légende. Non, mais c'est une légende que ce soit un joueur de grand match, en fait. Parce que... Non, mais vous allez voir. Mais le problème, c'est que j'en avais parlé il y a 2 ans. Je m'étais fait allumer dans ce podcast-là, où j'avais dit, Di Maria, stop, faut arrêter. Parce que, en fait, Di Maria, il vit sur des moments, tu sais, le fameux but. Tu sais, les mecs, vous allez écouter. Ah, attends, t'es en train de me comparer Di Maria à Sergi Roberto, là. Non, Sergi Roberto, il y a une action qui va le faire manger 12 ans, c'est exceptionnel. Oui. Donc, je parle pas de ça, mais Di Maria, écoutez bien, quand vous critiquez Di Maria, les mecs ils te sortent toujours la même chose. Le PSG Real 3-0, le but contre Naples, et il y a un autre but important. Mais Di Maria, à un moment donné, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une arnaque absolue, etc. Il ne faut pas interpréter. Mais je vous le dis, moi, qu'il est surcoté par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a montré, par rapport à sa régularité. Je peux vous reprendre, rappelez-vous bien, les 6 premiers mois avant que Draxler arrive, où il est horrible et où tout le monde d'ailleurs dit que c'est l'arrivée de Draxler qui le relance. Les 6
les 6 premiers mois de la saison d'après, il est horrible aussi. Voilà, je veux dire, faut arrêter avec la légende Di Maria. C'est un bon joueur. Moi, je le dis, et je l'avais dit il y a 2 ans. S'il a envie d'être un joueur de complément, qui peut apporter par moment, etc., pas de problème. Mais il n'a plus rien à faire titulaire. D'ailleurs, lui, il a dit, j'accepte avec Messi d'être sur le banc. On voit bien qu'il n'accepte pas tant que ça. Et la dernière chose, j'ai échangé avec un mec sur Twitter et il me disait, Pochettino, c'est le FC Inch'Allah, mais j'ai envie de dire Di Maria aussi aujourd'hui. Ça veut dire que quoi, on se dit quoi? Ce qu'a dit Nico. Oui, Di Maria sur un coup de patte. Oui, Di Maria sur 45 minutes. Il est capable de. Mais depuis quand on l'a pas vu? Donc, stop. Mais malheureusement, et comme l'a dit Nico, dans ce club, ce sera pas stop. Voilà. Il va gagner encore 1 an de contrat. Il va prendre son salaire. Il est bien à Paris. Il n'arrête pas de le répéter de toute façon qu'il est très bien, que c'est son meilleur choix depuis le Real. Nanana. Donc, voilà, écoute, ils vont le prolonger 1 an. Il va encore faire la gueule quand il sera remplaçant. Il apporte plus grand chose. Son coup de pied arrêté, effectivement, le corner, c'est lui qui tire le corner du but. Mais par contre, c'est trop marrant parce que ça aussi, ça me fait. C'est tellement significatif du foot d'aujourd'hui. On te parle du corner, mais le corner d'avant où il échauffe le gardien, on en parle ou pas? Le coup franc d'avant où le ballon il va au 3e poteau, on en parle ou pas? Non mais voilà quoi, je veux dire, il faut arrêter. Stop. Stop. Voilà, faut dire stop. Quand à un moment donné, c'est fini, c'est fini. Faut pas tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle craque, quoi. Clément, je peux te lancer sur Léo Messi ou tu veux rebondir sur Di Maria, ce que dit Yacine et Nico? Vas-y. Je suis pas forcément d'accord avec Yacine. Je le ferai pas changer d'avis parce que ça fait longtemps qu'il dit ça, mais malgré tout, combien de fois, je ne compte même plus les fois au PSG où je me suis dit, Di Maria, c'est peut-être le moment de trop, là, c'est peut-être la saison de trop, et où il est rené de ses cendres, et le mec, à chaque fois qu'il va pas bien, il te fait taire, il te fait démentir en te faisant 1 mois, 2 mois, un match en Ligue des Champions ultra décisif. L'année dernière contre le Bayern, il fait un match exceptionnel, mais je crois que c'est peut-être son meilleur match au PSG. Enfin, dès qu'on le critique, ce mec-là, il arrive toujours à te faire taire. Moi aussi, plusieurs fois, je me suis dit, putain, Di Maria, là, cette saison, il commence à se faire vieux, ça va peut-être être compliqué. Et à chaque fois, le mec, et surtout, moi, je n'oublierai pas, alors peut-être que je vis avec le passé, hein, mais dans les moments où ça a été compliqué pour le PSG, où tu n'as pas pu compter sur certains mecs, c'est toujours lui, tu as tenu le club pendant plusieurs mois. Et moi, ça m'avait marqué. Je crois que c'était à l'époque où Neymar était blessé, etc. Le mec était là et il t'a toujours sauvé le club. Alors oui, je vis peut-être avec le passé. Peut-être que cette saison, c'est vraiment la saison de trop. En tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas exceptionnel cette saison. Mais malgré tout, ce ne sera jamais un mec sur qui je tape. Parce que bon, c'est un mec qui il triche pas, il se défonce. Tu sais que dans les gros matchs, tu peux compter sur lui. Il est rarement décevant. Et alors certes, il manque de régularité sur une saison, ça c'est clair et net. Mais malgré tout, je trouve ça injuste le mini procès que Yacine lui fait. Même si c'est pas un procès, hein, il donne son point de vue. Il dit que pour lui, c'est pas le crack qu'on décrit au quotidien. Mais moi, je taperai pas sur ce mec-là parce que t'as parlé de légende, Yacine. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui restera dans l'histoire du PSG à une place assez élevée. Je peux juste dire un truc sur le temps du verbe. Il triche pas. J'aurais dit il trichait pas. Oh non. Ah si. Ouais, je suis pas d'accord. Bon, mais ça sert à ça le podcast, ça sert à échanger sur divers joueurs, divers points de vue et sur ces débats-là. Donc voilà, c'est bien que vous ayez donné chacun votre avis sur Angel Di Maria. En attendant, voilà, il jouait hier. Alors aussi, évidemment, il jouait aussi parce que Léo Messi était absent et Léo Messi a fait son retour hier sous les couleurs du Paris Saint-Germain après avoir contracté le Covid après son retour en Argentine. Et il est rentré à la 60e minute. Et justement, Clément, je te laisse la main et comme ça, j'irai voir Nico après. Est-ce que je voulais te lancer là-dessus? Rentré à la 60e minute, justement à la place d'Angel Di Maria. Et on l'a vu quand même tout de suite en jambes pour combiner avec Verratti et les autres. On a souvent, on a critiqué quand il perdait beaucoup de ballons, etc. Moi, je l'ai trouvé pas mal en jambes hier. Alors évidemment, il a perdu quelques ballons, mais je l'ai vu assez en jambes hier, l'ami Léo. Alors, je sais, c'est peut-être aussi lié à la fatigue de Reims et au fait qu'il y avait déjà 3-0, il me semble. Mais effectivement, de toute façon, Messi, non, il y avait 2-0. Non, il y avait même 1-0 quand il rentre. Il rentre juste avant le corner. Il rentre à la 60e et Ramos marque le deuxième but à la 62e. Donc, il y a 1-0, effectivement. Dans tous les cas,
je ne veux pas redire ce que j'ai déjà dit, mais évidemment qu'avec balle au pied, il est facile, il est au-dessus des autres et il crée des décalages, surtout, c'est ce pourquoi on l'attend. Dès qu'il fait une passe ou dès qu'on le trouve, il y a toujours un décalage qui est créé. Mais ça, c'est le cas depuis qu'il est arrivé au PSG. Hein. Parfois, on l'a vu éteint, on l'a vu moins dedans, mais dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Donc ça, on le sait. Après, sur sa forme d'hier, oui, je pense qu'il a aussi envie de jouer. Il a envie de rejouer, en fait, tout simplement. Malgré tout, malgré son âge, malgré le fait que le PSG soit peut-être un de ses derniers défis, ça reste un énorme joueur qui a besoin de justifier son statut de Ballon d'Or. Et il a envie de jouer. Ça, c'est un grand joueur. Il a envie de se mettre en jambe aussi avant les échéances qui arrivent. Et donc c'est pas forcément surprenant. Je pense qu'on va avoir un Messi là dans les prochaines semaines qui va avoir à cœur de prouver qu'il est en jambes et qu'on peut compter sur lui. Nico, on parle de Léo Messi parce que son dernier match c'était il y a un mois, c'était contre Lorient le 22 décembre, le 1 partout. Ensuite, il a contracté le Covid et puis il y a eu les périodes de fête, donc il a manqué le match en Coupe de France contre Vannes, contre Lyon, contre Brest. Il a rejoué hier donc 28 minutes. C'est important aussi de revoir, on parlait de Ramos tout à l'heure physiquement. Léo Messi qui a joué, on va dire, donc 30 minutes, je le disais. Comment tu l'as trouvé, toi, physiquement, on va dire, et dans les combinaisons, et surtout, moi, j'avais tweeté ça à la mi-temps, j'aurais bien voulu le voir, mais bon, ça revient à ce qu'on dit, notre éternel débat du 3-4-3, du 3-5-2, mais le voir dans l'axe, derrière Mbappé et Icardi, parce que c'était les deux avant-centres, on va dire, du jour, qui auraient pu se recentrer dans l'axe Mbappé. Mais on l'a vu encore une fois sur le côté. Bon, il a repiqué évidemment beaucoup dans l'axe, il n'est pas souvent sur le côté, au final, il reste beaucoup dans le cœur du jeu. Mais tu n'aurais pas voulu le voir à ce poste-là, justement, où on dit souvent que sur le côté, il peut plus faire les mêmes efforts qu'avant, et qu'il soit vraiment en cette position derrière Mbappé et Icardi. Il a pas beaucoup joué sur le côté quand même hier. Hein. Il est quand même souvent aligné ailier droit, on va dire. Et lui, il revient naturellement dans l'axe. Non, il parle pas d'hier, je crois. Il parle de d'habitude. Oui, je parle de. Non, oui. mais hier, il est pas. Hier, il est plus dans l'axe que sur un côté. Il joue quasiment pas sur un côté hier. Il revient tout de suite il rebascule tout de suite. Et puis de toute façon, moi, j'envie énormément le point de vue de Clément qui en fait doit se régaler devant le PSG parce que il trouve que l'ami Di Maria ne doit pas être critiqué parce que il est encore capable. Donc je pense quand il voit Di Maria jouer, il doit attendre une étincelle. Alors que moi, j'ai envie de pleurer. Et Messi hier, ouais. Vous n'êtes pas exigeant quoi avec Messi si vous trouvez qu'hier il fait une bonne rentrée quoi. Donc oui, il y a quelques coups de patte, il y a quelques oui, il combine. Non mais il combine. Heureusement qu'il combine Clément, qu'il arrive à faire des 1-2 avec les mecs autour de lui. Mais ne me dis pas qu'hier tu trouves que c'est une bonne rentrée. Enfin, il marche, il court pas, il a rien foutu pendant une demi-heure. Ah, le mec qui a récupéré le maillot hier, il est content, il est neuf le maillot. Donc non, là, tu fais un numéro, Nico. Là, tu fais un numéro. Bah, écoute, si tu trouves que ce que tu vois de Messi sur une rentrée comme hier, en une demi-heure, si tu vois des trucs qui te donnent un espoir de dire on va enfin revoir le grand Messi. Moi, hier, je vois un mec comme je l'ai j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit quand il est rentré hier, tu as vu des automatismes, tu as vu des enchaînements de passes. Tu sais, quand il touche le ballon, c'est simplement ce que j'ai dit. Et j'ai dit que je pense que le mec, il va avoir à cœur d'effacer les critiques des 6 premiers mois et de faire une deuxième partie de saison. J'ai pas dit qu'hier, on a vu Cruyff et Pelé réunis. Il faut se calmer. Enfin, voilà, c'est pas non plus ce que j'ai dit. Donc, Et n'oubliez pas quand même qu'il a pas joué depuis un mois et il revient du Covid. Donc ça à prendre en compte quand même aussi. Moi, j'ai vu le Messi du début de saison, à savoir que dès qu'il est dans la densité physique, dès qu'il prend un coup d'épaule, il vole. Il est incapable de gagner un duel physique dans ce championnat depuis qu'il est arrivé. Moi, je trouve ça très inquiétant. Après, encore une fois, oui, sur la qualité de pied, évidemment qu'il est fort. Heureusement qu'il se passe un truc quand le meilleur joueur du monde touche des ballons à 40 mètres du but de Reims. Heureusement qu'il arrive à combiner avec des mecs. Mais hier, il fait quoi à part 2-3-1-2 un petit peu intéressant avec Mbappé dans des petits espaces? Il n'y a pas d'accélération, il n'y a aucune capacité d'éliminer les mecs. Il n'arrive plus à dribbler un mec. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, il ne dribble plus un mec. Et bon, écoute, peut-être qu'on va retrouver un jour le grand Messi, mais je vous trouve ultra sympa avec lui. Je vous trouve absolument pas exigeant. Et je sais pas, moi, le Messi que je vois hier, il n'y a rien qui me dit waouh, putain, ça y est, il est de retour. On va se régaler dans les prochains mois. Bah écoutez, on verra. Hein. J'espère. Mais encore une fois, je ne vois pas un mec physiquement capable d'apporter quoi que ce soit dans ce championnat. Je trouve ça même très inquiétant. Moi. Alors, juste pour appuyer un peu ce que tu dis, Nico, c'est vrai qu'il l'a dit d'ailleurs en interview qu'il a été surpris par l'intensité physique
du championnat de France et où il se faisait bouger et il pensait pas que c'était aussi costaud dans les duels. Donc sur ça, je peux pas te donner de tort, Nico. Yacine, toi qui étais au stade, donc tu as vu la rentrée de Messi. Je pense que tu as dû regarder son comportement, ses déplacements, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces 30 minutes? Eh ben, Clément, il va croire que je suis exprès d'être contre lui. Je pense que les gens, ils doivent se dire avant, on dit bon, attends, Yacine et Clément, aujourd'hui, vous battez sur ça. Nico, tu seras pas d'accord avec Clément. Alors que vraiment, je vous promets, ce sont vraiment leurs avis. Il n'y a rien de il y a rien de Yacine, on m'a dit, heureusement qu'il y en a un qui lui rentre dedans ici, donc moi j'écoute. Hein. C'est bien. Non, en fait, vas-y, Yacine. Alors, malgré tout, le côté positif, et c'est aussi le bon point pour Pochettino, sa gestion, elle est bonne. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas enflammés à dire il revient, il s'est entraîné la semaine, il est titulaire et tout. Il l'a mis sur le banc, il est rentré à la 60e, c'était prévu. Voilà, il a fait ses 30 minutes. Premier ballon, il a mis une accélération plein axe. Je me suis dit, tiens. Et effectivement, après, bah, plus rien. Franchement, j'ai une image. Quand Nico a parlé du duel physique, j'ai une image dans la tête. Vers le point de corner là-bas, où il est au duel. Il peut pas reprendre ses appuis. Le mec, il met un coup d'épaule. La balle a fini en 6 mètres. Franchement, je vous jure, c'est très, très dur. Très, très dur. Alors, moi, je vais pas juger. Franchement, je vais pas juger parce que les entrées, en général, on les juge pas forcément, sauf quand elles sont un peu décisives. Parce que c'est compliqué de rentrer dans un match. Je demande ça. C'est parce que c'est Léo Messi et qu'il reste trois matchs avant Madrid. Voilà. C'était parce que c'était le retour quand même de. Bon, on est obligé d'en faire un petit mot. Voilà. Fallait qu'il revienne sur le terrain, 30 minutes, il est revenu. On verra. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus. Enfin, je me suis pas levé de mon siège à chaque fois qu'il touchait le ballon. Voilà. Après, il y a d'autres choses, c'est que il rentre aussi. Alors, il rentre dans la bonne période du PSG parce que Paris enchaîne les buts. Mais après, il y a du changement avec Draxler et Herrera. Voilà, je pense qu'en fait, il fallait donner du temps de jeu à Draxler aussi qui revenait de blessure. Voilà, il y a plein de choses, mais honnêtement, c'est pas. Enfin, moi, je m'extasie pas et je suis désolé. Ouais, je me permets de critiquer Messi. Voilà, j'attends autre chose. Comme je disais, enfin, je peux pas être exigeant avec Mbappé ou avec Neymar et dire ce qu'a fait Messi, waouh, génial, c'est une bonne rentrée. Voilà, c'est pas possible. J'attends autre chose. Maintenant, je suis un peu résigné dans le sens où j'ai envie de me dire, ok, ben finalement, puisque tout le monde ne parle que de ça, le révélateur, c'est le Real. J'ai presque envie de te dire, on va parler de Messi jusqu'au Real, ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, finalement, maintenant, on attend le Real. Et puis, Neymar, Messi, Mbappé, bah, vous serez jugés là-dessus, comme tous les ans avec le PSG. Puis, si ça passe, bah, c'est bien. Et puis, si ça passe pas, bah, on vous tombera dessus. Et puis, c'est tout, quoi. Moi, Yacine, je pense que sans l'entrée de Messi hier, tu peux perdre le match. Non, c'est pas vrai. Non, mais alors, en revanche, moi, je le jugerai un peu plus sur le prochain match où il jouera 90 minutes. Et là, quand même, on pourra se faire une idée sur l'état de forme du mec. Parce que c'est vrai qu'hier, il rentre quand le Reims est un peu fatigué et quand tout roule pour Paris. Moi, j'ai vu comme, malgré tout des choses intéressantes. Mais le prochain match, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre le Real Madrid pour juger, pour voir un peu de ce que va donner Messi ces prochaines semaines. Donc, écoute, on pourra reparler après le match de Nice. Nice, voilà. Nice soir, ouais. Et surtout si Mbappé sera là, si on sait pas trop Neymar, mais on aura un peu plus de visibilité, je pense, sur le personnage. Deux c'est la question mercato que je vous ai posée dans le programme podcast tout à l'heure. Une question sur les jeunes Michel Simons qui sont pas rentrés hier. Je sais que ça a été beaucoup discuté. Moi aussi, j'ai écouté dessus sur le fait que une fois le score acquis à 4-0, Pochettino a choisi de faire rentrer Ander Herrera à la 76e et Joe Draxler et pas les jeunes présents sur le banc. Et la question a été posée à Pochettino. Je vais déjà vous donner sa réponse, vous nous lancez dessus. La question était, ces changements de rentrée d'Herrera et Draxler étaient-ils ou pas pour vous de faire entrer ces deux joueurs et pas des joueurs expérimentés et pas les jeunes? Mauricio Pochettino a répondu, ce sont deux changements que nous avons faits avec le résultat en notre faveur, mais nous devions agir. Nous avons choisi de sortir Marco, car il aurait été suffisant face à Lille en cas de carton jaune ce soir, et aussi éviter tout risque pendant les 15 dernières minutes. Il était fatigué. Ce sont deux changements qui avaient pour but de protéger Kylian de certaines situations. Et qui aurait pu lui poser une suspension pour un match. Mais
Bon, Nico, t'en es toi. 0 minute pour les 2 joueurs hier. T'es à la maison, tu mènes, t'as le contrôle du match. Et même dans ce contexte-là, tu les fais pas rentrer. Il est quand même hyper mauvais pour eux. Les jeunes, il y a un moment où ça doit pas devenir non plus le baromètre absolu du PSG et du changement et du coaching de Pochettino. On est à 3 semaines du match de Ligue des Champions. On va pas se mentir, c'est le seul objectif là pendant les 3 prochaines semaines. Tous les autres matchs, ça va vraiment être des matchs de préparation quasiment. Et aujourd'hui, il faut un petit peu aussi être pragmatique et je ne vais pas tomber sur Pochettino à chaque fois qui ne fait pas jouer les jeunes. Sur le match d'hier, moi ça me choque pas pour une raison, c'est que tu as aussi des joueurs qui peuvent être appelés à être peut-être même titulaires contre le Real Madrid en fonction des possibles blessures. Et ces joueurs-là, c'est pas les petits jeunes qui vont débuter contre le Real. Si demain tu as besoin, si tu as un mec offensif et tu es vraiment en difficulté avec tes arguments offensifs, c'est Draxler qui va jouer. Ça va pas être Simon. Si au milieu de terrain tu as un problème, ce sera sûrement Herrera ou Paredes. Ce sera sûrement pas Michou qui va être titularisé en Ligue des Champions contre le Real. Donc oui, bien sûr qu'il faut intégrer les jeunes dans la rotation, mais tu dois aussi prendre en compte, et Yacine l'a dit, les autres joueurs. Un mec comme Draxler hier, c'est normal qu'il rentre. Faut qu'il joue aussi Draxler. Tu vas pas laisser Draxler sur le banc pendant 4 mois, revenir de blessure. Pas moi qui vais le contester. Je sais, mais même sans être un pro Draxler, tu vois, tu te dis que si tu as besoin de Draxler en Ligue des Champions, il faut quand même que le mec il ait joué. Un Danilo, c'est pareil, il faut qu'il joue de temps en temps. Un Herrera, même si on est tous d'accord sur le fait qu'il est très très casse-couille, pardon pour l'expression, avec son style de jeu, et ben ça peut quand même être utile aussi un Herrera. Et c'est bête, mais si tu dois garder un score à la 70e au parc, tu vas faire rentrer Herrera, tu vas pas faire rentrer Michou. Je pense que oui, les jeunes, il faut qu'ils rentrent. Mais t'attends pas les jeunes contre le Real Madrid. Donc voilà, pour moi, il y a pas de scandale à ne pas voir les jeunes, surtout dans les remplaçants qui a été effectué. Le seul truc où on en a un petit peu parlé au début de podcast, c'est sur la composition de départ. Tu peux te dire qu'effectivement, pourquoi tu mets Danilo en relayeur quand on a d'autres, et notamment, bah voilà, pour le coup, un petit Simon aurait pu être très intéressant dans ce poste-là, mais sur la rotation, on peut pas être dans une politique de dire tout le temps, voilà, il y a des remplaçants à faire. Maintenant, c'est que les jeunes. L'effectif, c'est pas que les 2 jeunes. Il y a d'autres joueurs. Tu peux effectivement décider de plus t'en servir, mais te dire que tu les perds pour le reste de la saison. Et si tu as besoin d'un Herrera dans un mois et que le mec tu l'as pas fait jouer pendant 6 semaines, bah derrière, faut pas t'étonner qu'ils répondent pas. Paredes, c'est la même chose. Tu vois, hier, la titularisation de Paredes, elle a un sens parce qu'il faut qu'ils jouent les mecs quand même un petit peu quoi. Et puis là, alors j'entends quand Yacine dit les statuts. Mais oui, ça doit aussi être pris en compte d'avoir les statuts, les salaires. Enfin, t'as un mec que tu payes 500 000 euros par mois. Bon, bah, il y a un moment où t'as aussi envie que le mec, il joue un minimum, quoi, qui te rende un petit peu ça aussi. Donc, les jeunes hier, ça me choque pas. Ça me choquerait si pendant 2 mois on les voit plus. Oui, là, je te dirais, il y a un problème. Mais ne pas les voir sur un match de temps en temps, c'est la logique des choses, hein, je trouve. D'accord. Non, mais j'entends. Et je suis, même si j'étais pas d'accord de base avec ce que tu disais, mais tu m'as convaincu, Nico, donc bien joué. C'est vrai, tu as raison. Je me présente aussi. Yacine. Yacine, sur cette question-là. Alors, je rejoins Nico sur tout ce qu'il a dit, sauf une chose. En fait, pourquoi il y a toujours un peu une nuance. Déjà, Pochettino n'utilise que 3 changements sur les 5. Et ensuite, est-ce que, en fait, je comprends ce qu'il dit sur Herrera, mais est-ce que Herrera, à la 78e, alors qu'il a beaucoup joué depuis janvier, tu vois, c'est là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, je comprends tout ce que tu dis, Nico, et c'est vrai, parce que de toute façon, et je vais même aller plus loin, Michou et Simons contre le Real, si le groupe est au complet, ils seront même pas sur la feuille de match. Donc comme ça va être réglé. Maintenant, est-ce que Herrera, le faire rentrer dans un match où tu mènes 3-0 à ce moment-là quand il rentre, et qu'il reste 12 minutes, est-ce que c'est pas plus intéressant de donner là du temps de jeu à un jeune plutôt qu'à Herrera? Draxler, son entrée, elle s'explique parce qu'il revient de blessure. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Voilà, il a besoin de reprendre. Ça s'explique. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas obligé de faire. Enfin, Herrera, tu le laisses sur le banc ce match-là et il joue contre Nice. Je pense que c'est plus intéressant que de faire rentrer Herrera 12 minutes. Voilà, c'est plus sur ça. Parce que tu es dans une bonne spirale, entre guillemets, avec les jeunes, voilà, qui apportent ce qu'ils peuvent, ils rentrent.
Voilà. Après, je rejoins tout à fait Nico sur le reste. C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, Michu et Simon, s'ils ne seront pas sur la feuille de match contre le Real, sauf évidemment catastrophe. Bon, bah, au PSG, on peut rien prévoir. Effectivement, les statuts, voilà. Moi, c'est juste là-dessus. Voilà. Et est-ce que tu peux pas donner, par exemple, à un moment donné, 10 minutes ou 8 minutes à Michu? Voilà, tu le fais rentrer à la 83e, il y a 4-0. Voilà, c'est des petits messages que tu envoies. Tu n'es pas tout le temps obligé d'être dans la rigidité de dire moi, je m'en fous, je prépare le Real, les mecs seront là, eux, je les calcule pas. Voilà, c'est des petits trucs. Voilà, c'est juste ça. Après, moi non plus, je trouve pas que c'est un scandale. Je dis juste que voilà, le message n'est pas forcément le meilleur. Voilà. Non, mais comme d'habitude, moi je pose la question, il y a pas de, chacun donne son avis. Mais alors, désolé, Nico, je suis redevenu d'accord avec mon argumentaire début grâce à Yacine. Moi aussi. Désolé, non. Yacine aussi m'a convaincu. Je ne suis plus d'accord avec Non, ce mais que j'ai dit. en vrai, non, mais il y a du vrai dans ce que vous dites les deux. Et voilà, c'était mon avis global de base. C'était OK, il faut donner du temps de jeu à certains qui sont en capacité de jouer contre le Real et qui auront plus de chances de jouer que des jeunes. Mais hier, est-ce que c'est opportun de faire entrer Herrera dans un match au parc où tu gagnes 3-0 et de le faire jouer 10 minutes, ça peut lui faire du bien à la tête et il comprendrait peut-être voilà, cette position. Mais par rapport à leur bonne performance aussi, les récompenser pour ça. Voilà. Clément, je te laisse juger, arbitrer de ces. Non, mais ça va être super court. Vas-y. Moi, je suis à 100% d'accord avec Nico. C'est ce que je comptais dire en plus de base, donc il a même mieux dit les choses que moi. Et tu dis hier 10 minutes Herrera, bah imagine tu fais rentrer, c'est pareil, hein, moi je peux tourner le truc dans tous les sens. Si tu fais rentrer Michu à la place d'Herrera, tu le mets dans quel état d'esprit Herrera après? Ça veut dire que dans sa tête, il peut totalement être déclassé dans la hiérarchie. Mais il a l'habitude de jouer titulaire et de jouer beaucoup de matchs. Là, pour 13 minutes au parc contre Reims, je pense pas que ça changera quelque chose dans sa tête. Non, et malgré tout, l'échéance que tu prépares, c'est le Real Madrid. Faut que tu sois dans l'optique Real Madrid. Je pense que les jeunes ont eu leur chance ces dernières semaines. Ils rejoueront plus tard. Là, tu n'as que 3 matchs avant le match de Ligue des Champions. Tu as un groupe de 14, 15, allez, 17 joueurs à mobiliser à 100%. Il faut que ces 15, 16, 17 joueurs à qui tu feras appel soient mobilisés à 100%. Et Michu et Simons, je les aime beaucoup, mais ils seront pas dans ces 16, 17 joueurs du Real Madrid, alors que Herrera, Draxler, ils peuvent l'être. On l'a vu avec Draxler l'année dernière à Barcelone où il a fait une entrée décisive. Moi, je l'aurais même mis hier à la place de Danilo en relayeur. Je ne sais pas trop pourquoi il l'a pas mis, mais c'est mon avis personnel. Et voilà. Donc non, je suis complètement d'accord avec Nico. Faut que des mecs comme ça rentrent et du temps de jeu. Mais le problème, c'est que Nico n'est plus d'accord avec lui-même. Donc, moi, je suis d'accord avec le Nico qui maintient ses convictions. Parce qu'il se prend derrière le parti adverse. Je suis d'accord avec moi, mais je suis aussi d'accord avec Yacine sur la fin. C'est-à-dire que j'avais occulté le côté 3 remplaçants, il y en avait 2. Et effectivement, tu pouvais laisser rentrer 10 minutes à la place d'un Paredes. Tu pouvais effectivement lancer Michu. Et puis, tu pouvais effectivement lancer le petit Simon sur 5-10 dernières minutes. J'avais oublié ce côté-là. Donc, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, mais pas tout. En fait, mais je suis complètement d'accord avec Clément. Nico est d'accord avec Clément, qui est d'accord avec Nico, qui est d'accord avec Yacine. C'est assez simple. Hein. C'est pas compliqué. Ok, les schizophrènes. On va passer à un autre joueur avant de terminer sur la petite page mercato. Sur Nuno Mendes, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, on a parlé d'autres joueurs et d'autres débats, d'autres thèmes sur le match. Mais j'aimerais quand même parler de lui parce que on a parlé de cette défense à 5 que Pochettino n'a pas mis en place hier, il a joué dans un rôle de piston au Sporting. Hier, il était dans une défense à 4. On le sait, il a des difficultés défensives. Mais là, hier, il n'a pas été trop mis en difficulté parce que Reims n'a pas beaucoup attaqué. Mais là, hier, on a vu Yacine dans ses qualités de latéral explosif, tranchant. Hier, on l'a vu, sa spéciale, le râteau accélération qu'il a fait 2 fois dans le match, qui a été très bonne. Et c'est vrai qu'il fait un très bon d'année 2022, Yacine. Est-ce que aussi c'est parce que on attaque moins côté droit à l'absence d'Hakimi qui est à la canne et que du coup il a plus de ballons aussi à jouer Nuno Mendes? Y a 2 raisons. La première, c'est que depuis qu'il n'y avait pas tout le monde, Messi, Di Maria, Neymar en même temps, on a plus joué avec les latéraux en 4 matchs en janvier que sur 5 mois entre août et décembre. Et la deuxième chose, c'est que je vais faire court de toute façon, parce que ça confirme tout ce que je dis depuis le début. Cette équipe est faite pour jouer haut. Et on voit bien qu'il a quand même une qualité de centre. On l'a vu contre Lyon, on l'a vu là hier, on l'a vu contre Brest. Franchement, il a une qualité de centre assez exceptionnelle. S'il a des lacunes défensives, à un moment donné, il va jouer plus haut. Voilà, donc, alors à 4 ou à 3, ça c'est un autre débat.
mets ton bloc là-haut parce que tu vois bien quand même qu'il est capable d'apporter. Alors, il est encore un peu brouillon sur certaines prises de balles. Tu as l'impression que des fois, il improvise. J'ai une action dans la tête en premier mi-temps où il fait un contrôle. Je crois qu'il veut percuter, il rentre à l'intérieur, il veut donner à Verratti. Finalement, le Rémois s'écarte. Et tu sais, il est dans l'improvisation, tu vois, genre, bon, bah, ok, vas-y, ça s'ouvre, j'y vais. Donc, il est encore un peu foufou. Tu vois, il est moins, par exemple, cohérent que Bernat. Bernat, tu sens que quand il prend le ballon, c'est réfléchi, il prend appui, voilà, ouais. Plus cérébral, c'est Bernat, et puis voilà, plus Voilà. Par d'expérience. contre, franchement, il a de grosses qualités de percussion, il est capable d'éliminer et il a une vraie qualité de centre. Voilà, encore une fois, c'est dommage de se priver de ça. Voilà, et oui, je le trouve mieux depuis janvier, je le trouve déjà un peu plus structuré, même s'il a encore un peu une période de folie, mais il est un peu plus structuré, donc il est en progression, c'est très bien. C'est vrai que Clément, non, mais on peut se prendre Bernat, Yacine le disait tout à l'heure dans le podcast, j'ai entendu que Bernat avait du mal à revenir du Covid. C'est bien d'avoir ce jeune-là qu'on a pris en fin de mercato, 19 ans, qui voilà, est là, parce que Kurzawa maintenant regarde les matchs de chez lui, en attendant peut-être de partir. Donc heureusement qu'on a un Nuno Mendes qui commence à progresser, à vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain, parce qu'on voit toutes ses qualités très intéressantes. Ouais. Et c'est pour le coup, c'est un poste où on est bien, parce qu'on a deux joueurs de très haut niveau. C'est assez rare pour être souligné. Et non, Yacine l'a bien décrit. Il a du feu dans les jambes, et c'est vrai que ça fait du bien, parce que c'est encore une fois, ça rejoint un peu tout ce qu'on décrit de cette équipe, qui manque parfois de mouvement, de mobilité, de percussion. Et lui, il apporte ça. Et en plus, avec son âge, il apporte c'est un bol d'air frais en fait quelque part sur le côté. Pour ce qui est de l'aspect défensif. Moi, je me souviendrai toujours de la première saison de Juan Bernat, où tout le monde le critiquait sur son aspect défensif. Et moi, je me rappelle, ça m'avait pas marqué à l'époque. Je trouvais ça assez injuste. Certes, c'était un latéral qui montait beaucoup. C'était Thomas Tuchel, je crois, à l'époque, l'entraîneur. Donc forcément, il s'exposait. Mais pour moi, ça faisait partie du deal et du contrat, quelque part. Et Nuno Mendes, ça m'a pas trop marqué, ses défaillances défensives. Tu vois, je l'ai presque plus vu chez Hakimi. C'est marrant, mais... alors après, on perçoit tous les matchs différemment, on a tous quelques fixations, etc. Moi, ça m'a pas trop marqué, ou en tout cas pas de manière assez majeure pour le moment. Donc là-dessus, je lui en tiens pas rigueur. Après, la question, ça va être de voir quand Bernat reviendra, qui jouera dans cette équipe. Est-ce qu'il va privilégier l'expérience de Bernat contre le Real, s'il peut jouer, ou la fougue entre guillemets de Nuno Mendes, qui sera peut-être un peu plus en forme physiquement. Est-ce qu'un Bernat à 75%, tu le mets, ou est-ce que tu prends un Nuno Mendes à 100%? En vrai, ça va être une vraie question. Je n'ai pas forcément la réponse là-dessus. Moi, je vous dis franchement, à niveau athlétique égal, Bernat, pour l'instant, c'est au-dessus. Oui, mais après, Bernat, ouais. Dans une défense à 4, Nico, vaut mieux Bernat ou Nuno Mendes? Ça dépend du Bernat qu'on a, c'est toujours le problème. Le Bernat actuel, il n'a pas sa place contre le Real. Bernat, c'est vrai qu'au niveau intelligence de jeu, au niveau placement, même au niveau offensif, il est beaucoup plus structuré que Nuno Mendes, pardon. Mais on n'aura pas un Bernat à 100% dans 3 semaines, j'y crois pas. Il est vraiment en difficulté cette saison pour revenir. Et à mon avis, ça va vite être tranché de ce côté-là. Après, Clément, les lacunes de Nuno Mendes, elles sont quand même assez énormes au niveau placement, au niveau position du corps. Alors, il rattrape énormément de coups parce qu'il y a beaucoup de puissance et beaucoup de vitesse, un petit peu comme Hakimi d'ailleurs sur la vitesse, mais il y a quand même des grosses lacunes. Après, effectivement, c'est le revers de la médaille, et puis surtout, c'est un jeune joueur qui, regardez, des joueurs de 19 ans qui arrivent au PSG, qui sont arrière gauche, qui sont pas trop bons, et puis qui après deviennent très très forts, on en connaît d'autres. Je vais pas donner de nom parce que vous savez de qui je parle, mais voilà, c'est un poste où on progresse très vite, très fort. Et voilà. Et donc non, plus sérieusement, je pense qu'on aura Nuno Mendes titulaire contre le Real parce que ça va s'imposer tout seul par rapport au physique de Bernat. Mais c'est dommage parce que moi j'aime énormément Bernat. Et je trouve qu'il est effectivement, comme le dit Yacine, il est à un niveau équivalent physique, il est largement au-dessus pour le moment, ce qui est normal encore une fois. Mais il n'est pas assez fiable cette saison, donc on aura effectivement ce côté-là. Et puis bon, on verra ce que ça donnera. Ça sera un beau duel parce que le couloir droit du Real, ça bouge pas mal aussi, donc ça va être sympa. Et puis de toute façon, comme l'a dit Yacine, Pochettino va nous mettre un 3-4-3 le jour même du match. Donc on aura Nuno Mendes sur le couloir gauche, en piston gauche, Hakimi piston droit, qui reviendra de la CAN. Il aura gagné la CAN avec le Maroc, donc il va être en confiance. Et puis voilà.
Ça peut être pas mal, Yacine, non? Non, mais moi, de toute façon, je suis parti là-dessus, donc je continue. Hein. On verra ça. Si le test d'ici là, dans les 3 prochains matchs, peut-être cette défense à 5, on espérait qu'il tente, mais pour l'instant, voilà, ça a fonctionné comme ça hier. Victoire donc 4-0 des Parisiens face à Reims. 11 points d'avance, je le disais tout à l'heure, au classement, toujours sur son dauphin niçois. Avant de conclure le podcast, une question mercato, parce que le mercato hivernal bat son plein, même si du côté du Paris Saint-Germain, c'est assez calme, plutôt dans le rayon des départs. Sergio Rico est parti en Espagne. Quel autre joueur est parti chercher Rafinha est parti du côté de la Real Sociedad. Merci Nico. On parle peut-être encore d'un départ d'Icardi, mais je n'y crois pas avant la fin du mercato du côté de la Juve. Mais du côté des arrivées, c'est là que ça nous intéresse. On parle beaucoup en ce moment de Tanguy Ndombele, le milieu de terrain français de Tottenham, qui serait intéressé pour rejoindre le club de la capitale. Il aurait déjà discuté avec Mauricio Pochettino. D'ailleurs, on lui a posé la question à Mauricio Pochettino hier en après-match au micro de Prime Video. Il a répondu « Je ne parle pas des joueurs qui sont dans les autres clubs ». Voilà, la langue de bois, évidemment, on ne s'attendait pas à autre chose. Le PSG, comme d'autres, je pense, est toujours ouvert pour progresser, s'améliorer. Tout est ouvert, il reste une semaine de mercato. Par qui je commence? Qui veut commencer sur Tanguy Ndombele pour ou contre son arrivée? On avait d'ailleurs mis un sondage sur le compte Instagram de Paris United. C'est sa 3e saison à Tottenham. Bon, il est en situation d'échec cette saison. Il jouait pas beaucoup avec Nuno Espirito Santo avant qu'il se fasse licencier. C'est pas beaucoup le cas. Il joue pas beaucoup plus avec Antonio Conte. 9 matchs de Première Ligue seulement cette saison. 3 matchs en Ligue Europa. 1 but, une passe décisive. Bon, c'est un milieu qui a un profil de transition, qui est très technique, très véloce. Est-ce qu'il pourrait faire du bien au milieu de terrain du Paris Saint-Germain? Qui veut se lancer? Allez, d'habitude je me lance vers quelqu'un. Qui veut commencer? Vas-y, j'y vais. Parce que j'ai fait un papier. Allez. Alors, Yacine, tu as fait un papier à voir sur le site de Paris United si vous voulez voir un peu sur ce qu'il pourra amener au Paris Saint-Germain. Yacine, pour ou contre son arrivée au Paris Saint-Germain pour, en tout cas, un prêt de 6 mois pour l'instant, ce qui serait le cas? Alors, pour être synthétique, le joueur, c'est un très bon joueur. Techniquement, c'est très propre. Bonne frappe de balle, jeu long. Il est capable d'éliminer, de casser des lignes. Par la passe, par le dribble. Il est puissant. Et quand il a décidé de jouer, il est capable de faire beaucoup de choses. Maintenant, s'il a été tensé par tous ses entraîneurs depuis des années, c'est parce qu'il ne fait pas d'efforts, parce qu'il choisit ses matchs, parce que de temps en temps, il joue pour lui-même. C'est-à-dire que des fois, il reçoit des ballons. Il a décidé de se faire plaisir. Donc, alors le respect du jeu, je vous le dis direct, ça va être compliqué. Aujourd'hui, tu n'as pas ce profil au PSG. Voilà, ça c'est clair. Il n'y a pas de profil avec autant de qualité. C'est-à-dire que, par exemple, Gay a un volume de course, mais techniquement, ce n'est pas Ndombele. Techniquement, Ndombele, c'est vraiment très, très haut niveau. Maintenant, honnêtement, dans le genre feignant, dans le genre, je reviens dans ma région où j'ai grandi et les potes et compagnie. Bon, voilà. Je pense que moi, je vous dis encore une fois, quand je dis ça, parce que je l'ai dit pour Pogba, je le dis pour Ndombele, quand je dis ça, je veux bien que les gens comprennent que c'est pas un jugement sur le joueur. C'est que j'ai connu beaucoup de joueurs qui ont été professionnels, qui ont grandi en région parisienne, j'en connais encore. Je sais comment ça se passe. C'est très, très compliqué à gérer. Déjà, quand ils sont en Angleterre, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a plein de mecs qui viennent ou quand ils sont à l'étranger. Mais ils peuvent pas être là pendant 6 mois d'affilée. Là, ça va être du non-stop. Voilà. C'est très dur à gérer. Moi, j'ai un doute sur l'investissement et la régularité du joueur, pas sur ses qualités de footballeur, encore une fois. Rappelez-vous, quand il est à Lyon, il n'est pas tout le temps bon. Il n'est même pas souvent bon. Par contre, il choisit ses matchs, et notamment le PSG, où il a souvent fait des très bons matchs, où il a fait très très mal au milieu parisien, tout seul. Voilà. Ouais. Le footballeur, oui. Additionné à l'environnement parisien, moi perso, c'est non. Le clubbeur, le nighter, c'est non. On rappelle, il est né à Longjumeau dans le département de l'Essonne, donc il est de la région Île-de-France, Tanguy Ndombele. Nico, Tanguy Ndombele, pour ou contre? Je comprends pas Yacine parce qu'il nous explique que c'est un joueur qui donc choisit ses matchs, qui court quand il a envie, qui aime bien jouer que pour sa gueule et qui respecte pas le jeu. Il a un environnement super nocif. Eh ben, il est ultra PSG compatible, au contraire, j'ai envie de dire. Mais viens, Tanguy, viens, la porte est grande ouverte, mais il y a aucune adaptation, en gros, il va être intégré en une semaine, quoi. Donc,
moi, c'est un grand oui, évidemment. Je partage plus sérieusement les réticences de Yacine sur ce côté-là. Après, sur le joueur en lui-même, c'est effectivement, déjà, c'est un profil qui n'existe pas au sein du PSG, c'est très important. On n'a pas de joueur comme ça aujourd'hui. C'est un très, 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 très bon joueur en qualité intrinsèque. Il y a effectivement, il peut vraiment regarder le très haut niveau sans souci. Maintenant, effectivement, il est en échec à Tottenham, c'est pas pour rien. Il a eu du mal avec tous les entraîneurs qui sont passés par là, mais le potentiel il existe. Et puis j'en veux pour preuve que même avec Mourinho, ça s'était pas super bien passé, et Mourinho aimerait bien le récupérer à la Roma. Donc c'est que quelque part la qualité du footballeur, elle est connue. Moi, je vais quand même dire que c'est un grand oui parce qu'il n'y a aucun risque à le faire venir 6 mois. Voilà. Si tu me dis qu'il y a une option d'achat automatique de 50 millions d'euros, je vais dire bon bah oula, c'est dangereux, on s'arrête tout de suite. Maintenant, si c'est un prêt acceptable pour le PSG où tu ne prends par exemple que le salaire en compte. Et puis, au bout de 6 mois, s'il a été bon, tu le gardes. S'il n'a pas été bon, tu peux le renvoyer chez lui à Tottenham. J'ai envie de te dire, il est où le risque aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de risque majeur. Et puis, s'il doit choisir ses matchs et qu'il choisit justement d'être bon contre le Real, pourquoi s'en priver? Donc, ouais, moi, je le fais venir sans trop hésiter, franchement. Clément, surtout que Mauricio Pochettino connaît le joueur parce qu'il l'a eu à Tottenham avant de partir. Alors, on parle aussi, possiblement, parce que ça ferait du monde au milieu de terrain, Clément. Il y aurait peut-être embouteillage. Donc, on parlait d'un échange avec. Alors, d'un côté, il y a eu Wijnaldum cité. Ensuite, il y a eu Leandro Paredes qui ne voudrait pas rejoindre Tottenham. Enfin, en tout cas, maintenant. Clément, comment faire? Paredes avec Conte. Ça veut dire que Conte accepterait de prendre Paredes. Il veut pas d'être Ndombele, mais il prendrait Paredes. Ouais, dans le vestiaire, c'est plus simple. Dans le vestiaire, c'était plus simple d'avoir un Paredes qu'un Ndombele. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, si Paris fait ça, alors là, j'avoue, hein, grand respect, celui qui arrive à faire prendre Paredes à Conte. Non, plus sérieusement, ils ont tout dit sur la qualité intrinsèque du joueur. On l'a tous vu et à Lyon et à Tottenham. Mais moi, j'ai pas envie de tester le combo Ndombele Île-de-France. Voilà, Yacine l'a très bien expliqué. Il a même écrit un livre dessus et on a tellement d'exemples, en plus c'est affligeant, enfin, c'est vraiment un truc, moi j'ai pas envie de tester, et j'ai d'autant moins envie de le tester qu'on a quand même une institution PSG et un vestiaire assez fragile, ça peut partir en sucette à tout moment, on n'a pas non plus des modèles d'exemplarité dans le vestiaire en termes de professionnalisme, d'investissement et tout, là franchement on accumule quoi, tu vois, on a déjà des poids sur les pieds, là on se met des boulets quoi, donc non, plus sérieusement, en plus, tu peux flinguer un vestiaire en milieu de terrain si tu prends ça. Ils vont dire quoi, les Paredes? Mais de rien, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais on a des mecs, des Paredes, des Herrera qui sont bien intégrés, ils sont tous potes là-dedans et tu peux tuer. Franchement, tu peux tuer un vestiaire en faisant des trucs comme ça. Donc, surtout à mi-saison, ou du moins l'affecter. Donc, c'est vraiment. Moi, si c'était un crack absolu actuellement, qu'il n'y avait aucun souci autour de lui, je t'aurais dit un grand oui tous les jours. Là, franchement, tu as plus de chances de t'attirer des problèmes que des solutions. Et moi, je pense que du coup, à ce niveau-là, je suis assez défavorable à sa venue. T'as un seul milieu aujourd'hui au PSG, t'as un seul milieu qui joue au ballon, c'est Verratti. Ouais. Voilà. Tout ce qui est autour de lui, t'as aucun joueur de ballon. Et tu crois que faire venir un mec comme ça, alors j'entends hein, sur l'équilibre du vestiaire et compagnie, mais ils sont tous à réclamer des bons joueurs de foot, les Mbappé, les Messi, ils se plaignent tous que ça joue pas au ballon. Tu vas leur ramener un vrai joueur de ballon, et puis tu crois pas qu'Ndombele, justement, sur 6 mois, le gars, il sait quand même, on va partir du principe qu'il a conscience de sa situation à Tottenham. Est-ce que Ndombele, justement, sur ces 6 mois-là, tu vas pas récupérer un joueur ultra volontaire, ultra motivé, et puis on avait eu ça avec un peu avec Keane. Regarde, Keane, ça se passait pas super bien à Everton, il jouait pas super bien. Le gars, il arrive à Paris, il y a eu aucun souci avec un mec comme Keane, tu vois. Keane, ouais. Je sais pas. C'est peut-être pas la même mentalité que Ndombele non plus. Il y a aussi, tu parlais tout à l'heure, Nico, il y a quand même, j'ai vu apparemment Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe qui le connaissent, qui l'ont coté en équipe de France aussi, qui poussent pour que Tanguy Ndombele vienne au Paris Saint-Germain. Donc, on sait très bien, enfin, au Paris Saint-Germain, des fois, de temps en temps, on a Nasser Al-Khelaifi, ils sondent un peu le vestiaire pour savoir s'il faut venir un joueur ou pas. S'il y a des joueurs qui sont réceptifs à sa venue, et tu disais, Nico, c'est un joueur de ballon, et Mbappé réclame ce genre de joueur aussi, ça peut aussi jouer en la faveur de Tanguy Ndombele. Yacine. En fait, c'est ce que je voulais dire, parce qu'en fait, il faut savoir que Ndombele, il est quand même sur les tablettes du PSG depuis maintenant 3 ans.
Donc, Oui. sous Antero Henrique, il était déjà. Et c'est justement à ce moment-là que Kimpembe et Mbappé, le côtoyant en équipe de France, parce qu'à ce moment-là, il était en sélection, avaient un peu fait du lobbying pour qu'il vienne au PSG. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Non, mais c'est vrai que c'est un argument, en tout cas, en plus pour Tanguy Ndombele, c'est que tu as des joueurs qui le connaissent dans le vestiaire. Et donc, pour l'intégration, enfin, c'est sûr qu'on parle plus du contexte Paris, etc., sortie, etc., que vraiment le vestiaire. Parce que le vestiaire, il y a beaucoup de Français, de joueurs qui connaissent, qui l'a côtoyé en sélection et autres. Donc, il n'y aurait pas de problème là-dessus. Donc il reste quelques jours, apparemment. Hein, c'est Nasser Al-Khelaifi qui a pris les négociations, qui mène les négociations maintenant directement avec le président Tottenham, Daniel Levy. Donc, à voir si le dossier se fera avant la fin du mercato. Bon, s'il y avait une mousse, on aurait les précisions un peu techniques sur les coulisses du transfert. On embrasse Mousse, hein, qui est dans le train pour Paris, justement, qui arrive, Clément, parce que vous allez faire, tu peux le dire, Clément, ou pas? Non, on va pas le dire, attends, surprise. D'accord. Ok, bon, on dit rien. Donc, on peut dire qu'il y a une interview qui va arriver sur la page YouTube de Paris United. Une nouvelle interview qui arrive. Exactement. Avec un supporter. Qui va faire plaisir avec un grand supporter du PSG. Voilà. Ça sera à venir, ça sera diffusé. Bah, alors, vous tournez quand l'interview? Mardi, c'est ça? Demain? Ouais, demain, exactement. Demain, je vais pas dire l'endroit parce que sinon il va y avoir tous les fans. Pour voir. On peut dire un endroit bien connu si vous suivez nos stories Instagram, un endroit bien connu de nos stories Instagram. Voilà. On s'arrêtera là. Merci. Bon, je pense qu'on a été complet sur le podcast du jour et sur son conducteur. Et on aura évidemment l'occasion de reparler de Tanguy Ndombele d'ici la fin du mercato hivernal. Pour les possibles départs, hein, on parle de Layvin Kurzawa encore. Alors, apparemment, Chelsea à un moment était intéressé, puis ils ont vite écarté la piste. Bon, peut-être le fait qu'il joue pas un match cette saison et dans le rythme imposé aussi par Thomas Tuchel. On est plus intelligent que Chelsea, donc je pense qu'on va y aller. Non, mais Kurzawa, de toute façon, il faut le vendre à un club qui n'a pas la télé. Donc ça limite quand même énormément les possibilités. Ouais. Et si vous pensez aujourd'hui qu'un club va prendre un mec payé 4 à 500 000 euros par mois qui n'a pas joué depuis 6 mois, il est compliqué à caser, hein, franchement. Puis je suis même pas sûr qu'il a envie de partir, c'est ça le pire. C'est dommage le salaire parce que Saint-Etienne ils prennent à peu près. Enfin, Saint-Etienne ils sont en train de recruter. Le mec qui a joué son dernier match, c'était il y a 9 mois. Après les autres, c'est il y a 2 ans, ils n'ont pas joué, etc. Donc ça aurait été bien, mais le problème c'est le salaire. Ouais, parce que le salarié cap de Saint-Etienne de 100 000 euros, je crois qu'ils l'ont remis en place. Là, tu le multiplies par 4 quand même pour Kurzawa. Donc, on en a parlé, Nico, à un moment du côté de Lyon. Hein. Bon, c'est pareil, il était vite écarté parce que Emerson, le latéral brésilien de Lyon, a failli retourner à Chelsea parce que Ben Chilwell est blessé jusqu'à la fin de saison. Donc, ils avaient pensé à casser le prêt et donc à faire venir Kurzawa. On sait que Kurzawa, il a été quand même il est sur les tablettes de Lyon depuis quelques mercatos. Donc ça, mais finalement ça a été écarté. Donc il est même plus sur les feuilles de match, quoi. Enfin, c'est incroyable quand on en parle parce qu'il est même plus sur les feuilles de match. Il a disparu des écrans radars. Il est pas blessé, on est d'accord? Non. D'ailleurs, pour le faire chier, le club devrait le mettre sur les feuilles de match parce que là, quand même, il a un salaire pour rester tranquille chez lui tous les week-ends. Ouais. Moi, je le mettrais en 18e à chaque fois ou dans la tribune au dernier moment. Quel sadique qu'il est. Non, mais tu peux avoir envie de partir après quand on a marre de faire les déplacements pour rien. Yacine, il l'enverrait s'échauffer de la première à la 90e minute, même sur le banc. Ben oui, au bout d'un moment, c'est comme ça que tu fais partir un joueur. Là, tu auras 4 millions d'euros par an pour rester chez toi tous les week-ends. Qui va se plaindre? Et non, tu le fais faire le décrassage avec les jeunes à la fin du match, tu vois. Tu le fais échauffer tout le match et ensuite tu lui fais dire allez, tu vas faire les tours de terrain avec Michu et Simon. Non, franchement, sur le banc, et tu vas t'échauffer vers la 55e. Là, il caille bien au parc. Je peux te jurer que tu viens pas 2 fois. En plus, tu lui bloques sa doudoune en plus. T'as eu froid hier à Yacine au parc? Ouais, il a fait moins froid que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était dur. Et puis en plus, t'as même pas l'ambiance et Encore un match et après c'est bon. Voilà, encore un match et le retour des jauges pleines dans les stades enfin au parc et puis dans les autres stades en Ligue 1 et en France. Bon, merci à vous d'avoir été avec moi, Nico, Yacine, Clément, merci d'avoir été là pour parler de ce match, de ce PSG Reims et puis de cette petite actu mercato et on se donne rendez-vous donc après le match
Donc pas de Ligue 1 hein, le week-end prochain, Coupe de France. Ça sera les huitièmes de finale, il me semble. Et allez Versailles. Hein. Ah ouais. Versailles. Versaille. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle du scandale de Versailles. Hein. Ouais, Match inversé à Toulouse, quelle honte. Mais quelle honte. Versailles, donc il va devoir jouer à Toulouse parce que son stade, il peut pas y avoir. Alors c'est ça, Nico, j'ai vu l'article. Il faut pas qu'il y ait un rayon lumineux qui vienne à moins de 5 km sur le château de Versailles, en rapport avec le roi Louis XIV à l'époque, c'est ça? C'est ça. Pour pas faire chier le roi, on peut pas allumer Montboron la nuit parce que ça fait de la lumière dans sa chambre. Donc du coup, non mais bon, déjà on est d'accord que c'est une règle un peu bête, mais bon, elle existe. Non, mais le scandale, c'est que la FFF ait refusé d'avancer le match par rapport aux télé. Parce que Versailles avait demandé une dérogation pour que le coup d'envoi soit donné 1 heure ou 1h30 avant. Et la FFF a refusé parce que aucun match ne doit débuter avant 16h, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Donc après, que ce soit inversé en soi, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique. Mais du coup, tous les gens qui voulaient voir ce match, difficile aujourd'hui pour les supporters de Versailles d'aller à Toulouse pour regarder un match de Coupe de France. Donc, c'est pas grave. On ira au parc en quart de finale, je vous l'annonce. C'est la grande famille du football, la grande fête du football amateur. C'est ça. Toujours la FFF. Donc je rappelle, hein, le Toulouse-Versailles, ça sera le 29 janvier, mais donc à 16h15. Donc compliqué pour les gens qui travaillent, etc., de pouvoir regarder ou même voir le match. Donc ça va être difficile hein, quand même contre le leader de Ligue 2. Toulouse, ils sont bien cette saison. C'est surtout là-bas, à Toulouse. En plus. Non, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il y aura une surprise, je vous l'annonce. Et puis on fera un podcast spécial Versailles, hein, s'il se qualifie. Hein. Je veux rien savoir. On va demander au PSG qui prête Michu, l'ancien joueur de Versailles, juste pour le match. Voilà. C'est ça. Pour le voir un peu jouer. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec moi, et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Salut.